Ce garçon était un élève sans espoir et sans avenir, mais quand il a rencontré une fille spéciale et a été transpercé par un bâton magique, il a acquis le pouvoir ultime lui permettant d'utiliser 2 capacités au lieu d'une. L'histoire commence lorsque King Lian récite de la poésie, tout en savourant un peu de jus enivrant. Alors qu'il termine sa bouteille, un homme étrange le rejoint, remarquant son talent divin pour la poésie et comment ce serait dommage qu'il soit perdu à sa mort. Il supplie King Lian de lui permettre de raffiner son esprit en pinceau à encre. Le gars invoque du jus enivrant frais que King Lian s'empresse de saisir et de boire. Le poète est tellement inspiré par le goût qu'il commence à écrire et dans le processus, il se transforme en un puissant esprit de pinceau. L'étrange homme n'en croit pas ses yeux et essaie de le capturer, mais le pinceau résiste et s'envole dans le ciel nocturne. 2000 ans plus tard, Luo est assis dans son cours de poésie à l'université, faisant tourner son stylo tout en se demandant pourquoi M. Zhu utilise un pinceau pour marquer le registre. Ses pensées internes sont interrompues lorsque son professeur lui pose une question. Il se lève et donne incertainement le nom d'un jeu vidéo récemment sorti comme réponse. Cela fait rire toute la classe. Le chouchou de la classe, Zheng, vient à la rescousse en donnant la réponse parfaite, ce qui impressionne M. Zhu qui hoche la tête avec approbation. Zheng se dirige ensuite vers Luo pour réitérer que les étudiants doivent respecter le professeur. Il attrape le clown de la classe pour avoir fait le pitre pendant le cours et le conduit devant pour s'excuser auprès de leur professeur. Le gars ne comprend pas cela car tout ce qu'il a fait, c'est donner la mauvaise réponse. Il se libère de l'emprise de Zheng lorsqu'ils arrivent devant, mais dans le processus, il trébuche sur la table du professeur, renversant son thé et le pinceau. Luo parvient habilement à attraper la tasse avant qu'elle ne touche le sol. Il se relève et se vante de l'exploit qu'il vient de réaliser, mais il ne fait pas attention à l'endroit où il pose le pied et marche sur le pinceau précieux du professeur, le cassant. Après le cours, les 2 élèves sont conduits au bureau du principal où Zheng présente les meilleures excuses qu'on puisse imaginer, laissant Luo stupéfait. Monsieur Zhu hoche la tête avec approbation et le principal renonce à sa mauvaise conduite puisqu'il faisait simplement son travail en tant que délégué de classe. Cependant, le directeur se tourne vers Luo et commence à le réprimander car Monsieur Zhu est très respecté dans son domaine. Il ordonne à Luo d'arrêter de suivre le cours et de le rater. Il recevra également un avertissement. Le principal menace même de l'expulser. Monsieur Zhu intervient, demandant à Luo s'il a une idée de la valeur du pinceau qu'il a écrasé. Il explique les détails exquis qui le rendent spécial. Cependant, un remplacement peut être trouvé au marché aux puces. Il passera l'incident sous silence s'ils peuvent lui en procurer un. Il se tourne vers le principal perplexe et lui dit qu'un enseignant est censé enseigner et non punir. Monsieur Zhu souligne qu'un pinceau a 4 vertus, que Luo apprendra en lui en procurant un nouveau. Cette situation est gagnant-gagnant pour les 2 parties. Luo est seulement content d'avoir l'opportunité d'éviter le blâme. Le lendemain, Luo a l'air épuisé car c'est son 10e marché aux puces qu'il visite à la recherche du pinceau. Il soupçonne que Monsieur Zhu sait probablement que ce n'est pas en ville et veut juste le torturer. Luo est seulement inquiet à propos de la sanction, alors il continue. Il tombe sur un vendeur de pinceaux qui essaie de l'attirer avec ses produits de qualité, mais Luo n'est pas impressionné par ce qu'il propose. Alors que le vendeur essaie agressivement de le convaincre d'acheter, il aperçoit Zheng et se libère pour le suivre. Ils arrivent à la boutique de l'oncle de Zheng. Luo écoute leur conversation et apprend que le travailleur de son oncle a trouvé le pinceau dans le magasin d'occasion de Changchun dans la ville du sud. Zheng rit à l'idée que Luo le cherche sans but. Il décide de déjeuner avec son oncle, pensant qu'il a le temps de son côté. Il ne sait pas que Luo a tout entendu et s'y rend pendant qu'il profite de son déjeuner sans se douter de rien. Peu après, le gars arrive et est impressionné par les divers artefacts exposés. Il appelle quelqu'un et Rong répond. Lorsqu'elle sort, Luo est stupéfait par sa beauté, mais le claquement de la porte le sort de sa transe. Elle l'informe que c'est le magasin de son grand-père lorsqu'il se montre surpris de voir une jeune femme travailler dans un tel endroit. Il va droit au but, demandant à voir le pinceau en poil de loup à texture d'ananas et supplie de le voir lorsqu'elle confirme qu'ils en ont un en stock. Son excitation est palpable lorsqu'il vérifie les détails. Elle retire le pinceau lorsqu'il essaie de le toucher, disant qu'ils doivent attendre que son grand-père fixe le prix. Elle lui permet de manipuler la boîte et il remarque à quel point elle est ancienne. Leur interaction est interrompue lorsque quelqu'un entre dans le magasin. Luo s'inquiète que ce soit Zheng, mais c'est une autre personne. Le gars se demande s'il est arrivé à un mauvais moment puisqu'il y a un client dans le magasin. Le visiteur s'approche de Rong et lui tend sa carte, demandant à parler à Monsieur Wei, qui est son grand-père. Elle demande au gars de partir car il n'est pas le bienvenu. L'homme lui dit de ne pas être si froide. Il est possédé par l'esprit démoniaque de Swiper alors qu'il lui arrache la boîte des mains. Mais avant qu'elle puisse lui dire « Swiper, pas de vol », il l'ouvre et se moque d'elle, la qualifiant de bon marché avant de la jeter. Luo se précipite pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. L'étranger demande à Rong de lui remettre quelque chose, avouant qu'il est pour l'égalité des droits et qu'il est gaucher quand il s'agit de frapper les gens. Luo se place rapidement devant Rong après avoir entendu que les mains de l'étranger sont classées « E » pour tout le monde. Alors il dit à l'homme qu'il est mal de lever la main sur une femme.
Cela ne fait qu'irriter le gars, qui les repousse avec une technique de vent. Luo rattrape Rong quand elle trébuche. La dame lui dit de retirer ses mains d'elle, ce qu'il fait immédiatement. Mon gars sait mieux car il ne veut pas être dénoncé dans 10 ans quand il deviendra célèbre. Pendant ce temps, le gars se dirige vers le débarras et récupère un paquet. Il la remercie sarcastiquement et transmet ses salutations à son grand-père. Rong s'avance et ordonne à Luo de rester en place. Elle ferme les yeux, activant ses pouvoirs de glace. La zone devient soudainement froide. Elle lui lance des boules de neige qu'il essaie de repousser, mais la neige s'accroche à sa main. Il qualifie la neige sur sa main d'inoffensive et invoque le vent pour la contrer, mais cela ne fait qu'augmenter la puissance de la neige qui le recouvre maintenant. Il réalise sa bêtise et s'arrête. Rong passe à l'offensive, invoquant un pinceau. Le gars le reconnaît comme le pinceau d'encre de tempête de neige alors qu'il se dirige vers lui, donc il invoque le pinceau d'encre de cavalier de nuages. Luo se gifle, craignant de devenir fou, et se précipite vers la porte. Pendant ce temps, le gars informe Rong qu'elle n'est pas la seule à posséder le pinceau spirituel et lui suggère de se retirer, sinon elle ne survivra pas à sa prochaine attaque. Elle ignore son avertissement et exige qu'il laisse plutôt le pinceau et parte, mais il l'ignore aussi et reste sur place. Rong lance des glaçons qu'il ne parvient pas à bloquer. L'un d'eux touche le pinceau qu'il a essayé de voler dans sa poche. Il s'envole dans les airs et frappe Luo à la poitrine. Il est envoyé dans une dimension interne alors que le pinceau s'absorbe dans son corps. Le pouvoir émane de lui alors qu'il brille en vert. Rong et le gars sont choqués par cela. Le gars essaie d'attaquer Luo, lui ordonnant de lui rendre le pinceau, mais Luo esquive instantanément. L'intrus invoque une tornade, mais Luo récite de la poésie. Les mots créent une tempête de pluie qui annule la tornade. Rong profite de cette occasion pour lancer son offensive, qui touche. Cela agace le voleur, qui utilise son pinceau pour écrire une attaque puissante qui se dirige vers elle. Luo intervient et érige une barrière. Le gars profite de l'agitation pour s'échapper. Rong demande à Luo comment il tient le coup, ce à quoi il répond en s'évanouissant. Il fait un rêve où il se réveille sur un bateau dans un bel endroit avec un bon jus de bonheur. Son petit paradis s'effondre brusquement. Lorsqu'il est envoyé dans l'eau par une vague de tornade, il sursaute de son rêve, craignant pour sa vie. Un mouchoir rose tombe de son front alors qu'il regarde autour de lui dans la pièce inconnue, essayant de comprendre son environnement. Il est tellement heureux que ce ne soit qu'un rêve et se concentre immédiatement sur le mouchoir. Alors qu'il le renifle, une vieille voix l'informe qu'il a dormi longtemps. Rong et son grand-père entrent dans la pièce, le poussant à poser rapidement le mouchoir. Monsieur Wei dit que les jeunes d'aujourd'hui sont très faibles comparés aux gens de son époque. Il se présente ainsi que sa petite fille au garçon confus. Luo supplie le vieil homme de le mettre au courant de ce qui s'est passé après son évanouissement. Le retraité le traite de faible, affirmant que ce sont les objets froids dans la boutique qui l'ont fait s'évanouir en entrant. Il refuse de croire qu'il est faible. Le grand-père vérifie son pouls et confirme qu'il va bien maintenant. Luo exprime sa certitude d'avoir vu Rong se battre contre quelqu'un, ce qui a changé l'atmosphère de la pièce. Il se souvient que le pinceau qui lui a traversé la poitrine était ce qui l'avait assommé. Le grand-père rit de ses paroles et appelle cela une hallucination courante. Il demande si le gamin est venu faire des achats d'occasion, ce qui pousse Luo à se rappeler de son objectif principal en venant ici. Il demande à propos du pinceau en poil de loup à texture d'ananas. Le vieil homme l'informe qu'il l'a vendu à Zheng. Le gars se blâme pour avoir échoué à ce moment critique. Il s'excuse tout en étant déprimé, mais le grand-père et sa fille se font un signe de tête. Monsieur Wei l'arrête alors qu'il avoue être responsable de son accident au magasin. Il décide donc de lui donner un autre pinceau pour se faire pardonner. Il explique qu'il est plus précieux que celui qu'il voulait et lui conseille de bien le garder. Il a de nouveau une vision de l'incident et se demande si c'était une hallucination. Rong détourne à nouveau le regard en tendant le pinceau. Une fois qu'il est sorti, le grand-père dit que c'est le mieux qu'il puisse faire pour l'instant. Pendant ce temps, dans un village historique, des foules de touristes se promènent en explorant l'endroit. Une dame essaie de profiter de l'occasion pour entrer dans une zone restreinte. Elle est arrêtée par l'un des gardes à l'entrée des portes. La dame fait semblant d'être perdue, alors il lui donne une carte des zones explorables. Elle commente à quel point la porte est belle et prend un selfie avec. Au-dessus et en dessous de la structure, il y a un temple dédié au pinceau. Entre-temps, Luo a encore du mal à croire que ce qu'il a vécu n'était qu'une vision. Il se rend chez Monsieur Zhu. Zheng remet le pinceau en poil de loup à texture d'ananas. Le professeur est impressionné par le remplacement. Il demande avec arrogance à Luo de leur dire ce qu'il a appris malgré le fait de ne pas avoir obtenu de pinceau, mais Luo les choque et remet la boîte à Monsieur Junior. Monsieur Zhu n'en croit pas ses yeux quand il l'ouvre. Luo lui dit d'écrire avec. Le professeur installe rapidement la zone et voit à quel point il est facile d'écrire avec. Zheng est surpris par la réaction de Monsieur Zhu à l'autre pinceau. Le professeur demande s'il connaît les 4 vertus d'un pinceau à encre. Le chouchou du professeur les énumère: net, pointu, dodu et durable.
Luo se surprend lui-même lorsqu'il prend la parole et entre dans les détails sur chacune des 4 vertus comme un vétéran. Cela impressionne Monsieur Zhu qui commence à parler d'autres histoires de pinceaux, ce qui déclenche chez Luo une vision de lui-même écrivant dans la chambre de Qinglian. Il se demande s'il hallucine à nouveau. Le professeur félicite Luo, le qualifiant de talentueux pour tout ce qu'il a appris sur les pinceaux en si peu de temps, mais Luo est tout aussi surpris. Après s'être sauvé avec succès d'une sanction, il se rend au cybercafé où son ami, Yan, est réceptionniste. Le gars se demande pourquoi Luo est de si bonne humeur. Luo s'assoit à son bureau habituel où il joue à des jeux. Cependant, il ne passe pas une bonne session. Une publicité apparaît sur son écran. Et il est surpris de pouvoir soudainement lire les caractères anciens. Son attention est détournée de l'écran lorsque des voyous ivres viennent battre Yan pour avoir embarrassé l'un d'eux devant une fille. Tout le monde s'enfuit. Mais Luo reste avec son ami pour se battre. Les voyous attaquent et prennent le dessus. Luo active inconsciemment ses pouvoirs et projette 2 hommes au loin. Le chef se précipite vers lui, mais il le repousse avec l'attaque classique de la paume. Il bat habilement les autres et en donne à l'un d'eux des gifles sérieuses que Jada Pinkett Smith envisage même de l'épouser. Ils voient qu'ils sont surpassés et battent en retraite. Yan félicite le style de combat de Luo, mais le gars retourne à son bureau. Certain que ses hallucinations étaient des événements réels et que ses pouvoirs sont dus au pinceau. Il vérifie en ligne pour trouver des informations, mais finit par s'endormir d'épuisement. Il est visité par Qinglian dans son rêve, récitant agressivement un poème, ce qui le fait se réveiller en sursaut. Luo réalise qu'il est tard et se déconnecte pour rentrer chez lui, passant devant son ami endormi. Alors qu'il marche dans les rues désertes, quelque chose appelle son nom, ce qui le rend agité. Les ampoules commencent à éclater à mesure que cela s'approche de lui. Il s'échappe et pense que c'est une hallucination. Juste au moment où il se détend, un monstre apparaît et commence à l'étrangler. Il essaie d'activer ses pouvoirs et le frappe, mais cela ne fonctionne pas. Rong entre dans son champ de vision alors qu'il perd connaissance. Ses yeux s'écarquillent alors que le monstre continue de lui serrer le cou, mais Rong le repousse avec une attaque de glace. Cela permet à Luo de reprendre son souffle avant de perdre connaissance. Cependant, la créature le projette contre un lampadaire. Il est juste extatique d'être encore en vie pour ressentir la douleur. Rong veut savoir où est le pinceau à encre qu'ils lui ont donné à garder. Elle le regarde avec un air renfrogné quand il révèle qu'il l'a donné. Son attention se tourne de nouveau vers le monstre qui s'avance vers eux. La dame l'achève en l'enveloppant de glace. Elle s'approche tranquillement et utilise ses pouvoirs pour le transformer à nouveau en pinceau avant de l'écraser. Le clair de lune brille sur elle alors qu'elle désactive son pouvoir. Luo s'extasie comme une fan à sa vue, croyant qu'il est amoureux. Le lendemain matin, elle le ramène au magasin, expliquant que le monstre qui l'a attaqué la nuit précédente était un pinceau transformé par quelqu'un en créature marionnette et contraint d'agir. Rong révèle que les personnes avec de telles capacités sont appelées marionnettistes de pinceau. Luo pose une série de questions sur la nature de ses nouveaux pouvoirs et se demande s'il va devenir une sorte de super-héros. Rong le conduit au jardin, révélant que son grand-père est là et qu'il sera la meilleure personne pour répondre à ses questions. Le vieil homme rit en voyant Luo, car c'est leur 2e rencontre. Le garçon le rejoint et Rong sert le thé tandis qu'il explique que le pinceau qu'ils lui ont donné l'aurait protégé contre la marionnette. Wei est perplexe quant à la façon dont Luo peut donner le pinceau comme ça, car il aurait rencontré sa fin si sa petite fille n'était pas intervenue à temps. Luo fait remarquer à juste titre qu'ils lui ont menti concernant la situation, donc ils ne peuvent pas lui reprocher les actions qu'il a prises. S'il avait connu la vérité, il n'aurait pas donné le pinceau. Wei révèle qu'il a menti parce qu'il ne voulait pas qu'il s'implique. Luo souligne que son manque d'honnêteté l'a mis en plus grand danger. Le seigneur admet que c'était un accident, mais il fera de son mieux pour le protéger à l'avenir. Il souligne que Luo est juste un gars ordinaire, donc il devrait tout oublier et vivre sa vie de PNJ. Le niveau de danger impliqué dans cette situation dépasse le salaire d'un personnage de fond. Entendre cela agace Luo, alors il souligne comment Rong a été vaincu par Chang Qingjug, le gars qui a attaqué la boutique. C'est lui qui a fini par vaincre l'intrus, ce qui a forcé l'intrus à fuir. D'après cela, il ne se sent pas moyen. Il remarque qu'il le regarde bizarrement, alors il change de ton, déclarant qu'il sent qu'il doit répondre à l'appel du devoir. S'il a été béni avec ce pouvoir, il ne peut pas fuir les problèmes car cela ne convient pas à un homme. Cette déclaration fait rire Wei et, d'après leur interaction limitée, il peut voir que Luo est un jeune homme obstiné qui ne reculera pas tant qu'il n'aura pas entendu toute l'histoire. Il s'attend à ce que Luo prenne une décision éclairée par la suite. Alors le vétéran utilise sa magie pour illustrer ses points. Les choses commencent avec l'inventeur du stylo connu sous le nom de Sépulture. C'était un scribe inconnu entre la dynastie Qin et Han. Pendant cette période tumultueuse, les gens brûlaient des livres et éliminaient des érudits, alors cet homme courageux a trouvé une méthode pour sceller les esprits des érudits talentueux dans un stylo, les transformant en esprits de pinceau. C'était pour que les générations futures puissent les hériter. Luo veut immédiatement savoir qui est l'érudit dans son pinceau. Wei l'informe que c'est Qinglin. Le gamin saute d'excitation en cherchant à confirmer s'il s'agit bien du roi de la poésie. Cela le pousse à se demander s'il est le roi de tous ceux qui manient les pinceaux.
Rong met fin à cette conclusion folle, le faisant s'asseoir tranquillement et boire son thé. Le grand-père continue et lui dit que son pinceau à encre de lotus vert a disparu depuis le jour où il a été fabriqué. Luo n'a qu'une trace de ce pouvoir en lui parce que le pinceau en lui est le stylo que Qinglin a utilisé pour écrire un poème célèbre. Ce n'est pas le véritable pinceau d'encre de lotus vert, donc Luo est un peu déçu de ne pas avoir la vraie chose. Wei réagit immédiatement lorsqu'il sent une présence sinistre parmi eux. Il attaque un homme qui dégage une aura sombre. Alors que les deux vétérans échangent des coups, Luo se demande ce qui se passe. Wei identifie l'homme comme Li et n'est pas trop surpris qu'il soit apparu. L'homme est venu après avoir vu à quel point Luo a battu Changqing. Rong révèle que Li est le chef de la famille Zhuge et dit à Luo que Li veut l'éliminer, donc il ne peut pas sous-estimer cet homme un instant. Elle rejoint son grand-père et attaque le chef, qui bloque facilement. Le gars riposte en lançant une attaque puissante dont elle recule. Luo, le simp, essaie de se jeter devant l'attaque, mais grand-père, qui est un vrai Sigma Ultra Giga Chad, est là et contre. Li les informe que les 7 pinceaux légendaires seront à lui, donc il n'a pas l'intention de les leur laisser. Il tire une rafale de boules spirituelles sur eux, mais Wei les annule avec ses tirs. Pendant ce temps, Rong explique que les 7 esprits de pinceaux supérieurs ont été créés par l'inventeur de la technique d'enterrement de stylo. Cependant, ils ont été perdus avec le temps. Le pinceau à encre de lotus vert de Qinglin en fait partie. Ces 7 esprits de pinceau se connectent par leurs auras. Le vestige de lotus vert en Luo est profondément lié au pinceau original. Il est donc très important pour les chasseurs de trésors s'ils veulent le trouver. La seule façon de séparer le pinceau d'encre de l'autre est de les éliminer. Le combat entre les deux vétérans fait rage, et Wei est en train de perdre. Rong ordonne à Luo de courir pendant qu'elle aide son grand-père à retenir Li. Luo est offensé qu'elle ait même suggéré cela. Peu après, Wei est projeté au sol et le chef enchaîne avec le coup de grâce. Luo active rapidement son pouvoir, qui bloque l'attaque et repousse Li. Le chef confirme qu'il s'agit bien du pouvoir résiduel du lotus vert. Wei dit à Luo qu'il ne peut pas combattre Li à son niveau actuel. Le garçon se tourne pour informer le vieil homme qu'il ne peut pas non plus s'éloigner d'eux. Leur conversation se termine brusquement lorsque Li utilise ses pouvoirs pour attraper Luo par le cou et le soulever dans les airs. J'ai l'impression que ce type a un faible pour être saisi par le cou. Le gars halète en essayant de se libérer. Le chef saute pour exécuter son coup d'élimination, mais Wei s'interpose comme bouclier humain. Cela lui donne une ouverture pour porter un coup qui libère Luo de l'emprise de Li. Le chef commence à disparaître en riant, se demandant combien de temps il pense pouvoir protéger Luo tandis que Rong se précipite vers son grand-père. Il assure à Luo qu'il ira bien. Rong demande comment il va et il l'informe qu'il va bien. Le vieil homme révèle que la famille Zhuge est connue pour être rusée, corrompue et impitoyable. Wei révèle que ce n'était que le double de Li qu'ils ont affronté, donc il y a encore beaucoup de dangers à venir. Ils pensent qu'ils doivent rapidement comprendre comment séparer l'esprit du pinceau de Luo, mais en attendant, ils devraient apprendre à contrôler l'esprit du pinceau afin de pouvoir se protéger si quelque chose leur arrivait. Luo souligne que Monsieur Wei a failli se sacrifier pour lui, donc il n'y a aucune chance qu'il les abandonne. Il promet d'apprendre à contrôler son pouvoir, non seulement pour se protéger, mais aussi pour les protéger. Il veut aussi prendre le fardeau. Ces mots touchent le grand-père et la fille. Rong se porte volontaire pour le protéger tout en l'entraînant afin de permettre à son grand-père de se remettre de ses blessures. L'idée d'avoir Rong comme garde du corps le fait rougir. Il commence même à penser qu'elle ne le déteste peut-être pas puisqu'elle a proposé de le protéger. Cette nuit-là, la dame de la ville touristique historique revient et assomme les gardes surveillant la porte qu'elle voulait entrer plus tôt. Peu après, l'alarme se déclenche. Elle remarque que des pinceaux ont été volés de la bibliothèque de stylo. La dame s'enfuit dans les bois, les traitant d'idiots. Le lendemain matin, Luo se rend à l'école avec Rong et attire toute l'attention parce qu'il est avec une femme si attirante. Même Zheng recrache sa boisson en les voyant ensemble. Après leur cours, il se dirige vers la bibliothèque pour emprunter de la poésie que Luo doit mémoriser. Il essaie de faire une blague à ce sujet, mais elle tombe plus à plat que le corps de cette fille de l'anime VRMMO. Zheng les rejoint et tente de rabaisser Luo devant Rong, espérant la séduire, mais elle est plutôt dégoûtée par son comportement et prend la défense de Luo, lui tenant même la main en partant. Les deux s'assoient dans un endroit calme où Rong révèle que divers érudits sont transformés en différents esprits de pinceau avec des auras distinctes. Ils choisissent normalement quelqu'un en harmonie avec leur nature, où ils peuvent vivre dans un hôte très ignorant comme Luo. C'est la dernière situation qui rend difficile pour Luo de tirer le meilleur de son pinceau. Les pinceaux sans noyau ont également un pouvoir spirituel et sont excellents. À leur insu, Zheng a tout entendu et s'intéresse à obtenir son esprit de pinceau. Étant donné son talent pour la poésie, il s'attend à la grandeur de lui-même. Tout le temps, l'ennui de Luo en lisant la littérature ancienne devient apparent lorsqu'il laisse échapper un grand bâillement. Il regarde Rong en demandant si c'est nécessaire. Elle explique que le reste du pinceau lotus vert provient de Qinglin, donc le comprendre est le meilleur moyen de forger un lien entre lui et le savant. Le niveau de compréhension de Luo de la poésie
est trop faible pour aborder la littérature que Qinglin a écrite, donc il doit commencer par le matériel qu'il a reçu. Le gars supplie pour une pause car il a travaillé si dur. Rong l'informe sarcastiquement qu'il pourra se reposer pour toujours quand les gens de la famille Zug viendront pour lui. Le traumatisme de l'attaque de Li le remet au travail, mais il se demande s'il recevra encore de l'aide des alliés de Rong. La dame l'informe que personne ne veut de confrontation avec la famille Zug. Il n'arrive pas à croire qu'il soit pris pour cible par le boss final alors qu'il n'est qu'un débutant dans tout cela. Il se plaint de son manque d'expérience, alors Rong lui donne plus d'explications. Le pouvoir de chaque esprit de pinceau est influencé par le trait du lettré qui réside à l'intérieur. L'hôte a plus de chances de se connecter avec succès s'il peut trouver et comprendre ce trait. Une fois maîtrisé, on peut choisir la contre-mesure appropriée en fonction du pouvoir du pinceau de l'ennemi. Luo a du mal à comprendre ce concept, alors elle donne un exemple pratique en utilisant le pinceau à encre de l'écrivain de nuages de Chongqing, qui est l'esprit d'un poète célèbre de la dynastie Han qui réside à l'intérieur. Il était si grand qu'il a été surnommé l'esprit qui plane sur l'empereur du ciel. Ainsi, le Cloud Writer peut évoquer le nuage et le vent. Luo profite de cette occasion pour impressionner Rong en détaillant le savant et le trait qui correspondent à son pinceau d'encre tempête de neige. Il doit remercier son professeur de littérature ancienne pour cette démonstration de savoir. L'objectif de mieux connaître Rong fonctionne, car cela la fait sourire. Son manque de charme est pleinement visible lorsqu'il prend cela comme un signal pour se rapprocher de Rong, mais elle le remet à sa place en lui lançant son livre à la tête. La dame lui conseille d'étudier les écrits de Qinglin. S'il a le temps pour de telles rêveries, comme la courtiser, il la supplie de ne pas le rejeter tout le temps. Le gars change de sujet, demandant qui est le créateur de la technique de l'enterrement du stylo et des scribes de l'enterrement du stylo. Rong explique que le créateur de la technique d'enterrement a caché et affiné les esprits de pinceau dans un endroit secret après les avoir rassemblés. Il a envoyé des scribes voyager à sa place. Luo a remarqué que ces esprits de pinceau viennent de différentes dynasties, donc le créateur de la technique a dû vivre très longtemps. Il se demande si le raffinement du pinceau a également créé l'immortalité. Rong déclare que le pionnier méritait d'être un demi-immortel parce qu'il est sage et ambitieux, avec d'autres grandes qualités. Elle le critique en disant que le pionnier est tout ce que Luo n'est pas, et cela le vexe. Alors, il commence à critiquer le créateur de la technique d'enterrement, exprimant qu'il ne voit pas sa grandeur. Rong n'est pas surprise, car elle ne s'attend pas à ce qu'il le comprenne. Le gars admet qu'il n'a pas son niveau de talent. Cependant, il peut discerner certaines choses. Il demande si ce sage pionnier a bénéficié aux gens ou a fait une contribution à la société. Luo croit qu'il a affiné les stylos et élargi le groupe uniquement en fonction de ses désirs égoïstes. Rong lui fait savoir qu'il a soutenu l'héritage de leur patrimoine culturel. Luo pense qu'il se cachait juste derrière cette excuse de grandeur. Le sage gardait simplement les pinceaux comme ses antiquités privées. Il lui demande si on peut les considérer comme un patrimoine culturel si les pinceaux sont cachés quelque part. Luo trouve triste que de telles âmes raffinées soient transformées en esprits de pinceaux, ou elles sont piégées dans la collection privée du créateur ou contraintes par d'autres. Il n'est pas surpris que le pinceau à encre de lotus vert de Qinglin se soit envolé. Ses sentiments activent ses pouvoirs, ce qui permet à son esprit cher de se manifester. La créature saute à la surface de l'étang avant de disparaître. Cela excite Luo. Cette démonstration a une signification différente pour Rong. Elle lui donne le feu vert pour passer à la prochaine œuvre littéraire. Luo est plus préoccupé par le fait qu'elle soit en colère contre lui, alors il se dépêche de s'assurer qu'il est toujours en bons termes avec elle. Pendant ce temps, Zheng est assis dans sa chambre, frustré qu'une personne aussi talentueuse que lui ne puisse trouver le moindre indice sur l'esprit du pinceau après avoir étudié si longtemps. Il ne peut contenir sa colère à l'idée que Luo en obtienne un. Il appelle plus tard son oncle pour le mettre en contact avec Mademoiselle Xin, une dame qu'ils ont rencontrée lors d'un rassemblement de pinceaux anciens. Il a un pinceau qui l'intéressera. Pendant cet intervalle, Rong escorte Luo à son dortoir, ce qui attire l'attention de tous les gars autour. Il est gêné par toute cette attention et propose qu'ils aillent au cybercafé. Elle lit un livre pendant que les autres se divertissent avec l'écran. Yan tire Luo de côté et le félicite d'avoir attiré une beauté de classe mondiale. Luo l'informe qu'il se trompe sur ce qui se passe. Yan se présente et lui propose une boisson chaude. Luo est un peu surpris de la voir utiliser l'ordinateur car elle vit dans un monde complètement différent de celui de la personne moyenne. Elle accepte et répond que des personnes comme elle ont eu un entraînement sans fin depuis qu'elles sont petites, donc il peut être difficile de faire des choses normales parfois. Luo décide de l'aider à se détendre un peu en lui apprenant à jouer à un jeu. Ils jouent leur première partie et Rong est déjà meilleur que lui. Elle révèle que c'est beaucoup plus facile que de contrôler l'esprit du pinceau et lui suggère de retourner à la lecture de sa littérature. Rong révèle que le pinceau en lui manifeste la poésie de Qinglin car elle est remplie d'images. Cela signifie que plus il récite de poèmes, plus il peut être puissant. Elle l'informe qu'il doit aussi le comprendre. Luo promet qu'il ne la décevra pas. Mais son enthousiasme diminue lentement à mesure qu'il lit les pages. Il finit par s'endormir et est réveillé par son rêve récurrent où Qinglian lui récite un poème.
Il trouve Rong endormie à la table, alors il place sa veste sur elle et rejoint Yan, qui est surpris de voir une dame de son âge dormir si tôt. Luo lui dit qu'elle n'est pas une fille comme les autres. Son ami pense que c'est l'amour qui parle. Yan lui conseille de ne pas l'emmener tout le temps au même café et d'aller aussi dans des endroits qu'elle aime visiter pour lui faciliter les choses. Luo exprime sa gratitude pour l'aide. Son attention se tourne de nouveau vers sa situation actuelle. Luo a l'impression qu'il peut se protéger maintenant qu'il est en phase avec son pinceau et qu'il peut réciter suffisamment de poèmes. S'il peut aussi récupérer le pinceau sans noyau, Rong ne sera pas obligé de le suivre partout. Il appelle Monsieur Zhu pour trouver une excuse afin de récupérer le pinceau, mais le professeur l'informe que Zheng l'a également appelé plus tôt pour l'emprunter, donc il l'a maintenant. Luo apprend que Zheng est actuellement sorti. Le jeune homme suppose qu'il doit être chez son oncle pour étudier le pinceau, alors il s'y rend. Il laisse Yan s'occuper de Rong pendant qu'elle dort. Luo arrive à la boutique et est surpris de voir la porte ouverte. Il se faufile à l'intérieur et trébuche sur l'oncle inconscient, qui est allongé par terre, blessé. Luo vérifie que l'homme est vivant et alors qu'il se prépare à appeler les services d'urgence, l'oncle murmure de sauver Zheng en pointant vers le bâtiment principal. Le garçon ressent soudainement une vive sensation dans sa poitrine, l'avertissant que quelque chose ne va pas. Il fait un geste intelligent en mettant son téléphone en mode silencieux, car nous savons tous que nos téléphones sonnent au pire moment possible. Luo jette un coup d'œil à l'intérieur et trouve Zheng dans un état terrible, ressemblant à un zombie sous crack. Madame Shin discute du fait que le pinceau sans noyau prend plus de temps à affiner par rapport au pinceau ordinaire. Elle se révèle être la mystérieuse dame qui a volé un pinceau sur le site touristique. La dame promet de le transformer en sa marionnette de pinceau. Luo pense rapidement et réalise qu'il peut encore être sauvé, puisque le processus n'est pas encore terminé. S'il devait appeler Rong, elle n'arriverait pas à temps, et il ne peut pas affronter Madame Shin seule, car elle est plus puissante. Alors, il décide de prétendre être un membre de la famille Zhug, mais Madame Shin démasque sa tromperie. Cela le pousse à montrer qu'il a un pinceau spirituel en libérant son pouvoir. Il l'informe que Li est en colère à cause de son action. Madame Shin se range et commence à s'excuser d'avoir profité de la situation. Luo fait une erreur qu'elle remarque. Elle trouve amusant d'avoir été trompée de cette manière. Elle le capture avec ses chaînes spirituelles, ce qui engourdit ses membres. Madame Shin félicite le gars pour son jeu d'acteur, mais elle pense que les menteurs doivent être punis. Elle ne se soucie pas de quel esprit de pinceau est en lui. Elle va simplement le terminer et le prendre. Les choses continuent, alors que Luo avoue qu'il l'a sous-estimée parce qu'il ne savait pas qu'elle avait un puissant esprit de pinceau. Madame Shin révèle qu'elle a un pinceau à encre angulaire qui a été raffiné par un célèbre érudit du djinn occidental. Alors qu'elle explique l'histoire de son pinceau, Luo essaie d'utiliser ses pouvoirs pour contrer les effets de sa chaîne, mais cela ne fonctionne pas. La voleuse de pinceau démontre comment ses pouvoirs affectent les 5 sens en rendant son corps irritant. Elle déclenche ensuite des douleurs, des engourdissements et de l'excitation. La dame s'ennuie après l'avoir embêté et commence à en finir avec lui en enroulant sa chaîne autour de son cou. Elle le soulève dans les airs alors que le collier lui serre le cou. Madame Shin rit de son angoisse tandis que Luo pense à sa mort. Cela le pousse à réciter le poème que King Lian prononce toujours lorsqu'il lui rend visite dans ses rêves. Alors qu'il prononce les mots, une puissance s'accumule dans son corps, ce qui lui permet de fissurer d'abord le collier. Cela se propage rapidement le long de la chaîne, laissant Madame Shin dans une totale incrédulité. La puissance de Luo explose lorsqu'il termine le poème, ce qui brise la chaîne. L'onde de choc la repousse également. Elle le reconnaît comme le vestige du pinceau de lotus vert. Luo plane dans les airs alors que la fleur de lotus apparaît derrière lui. Le soleil commence à se lever, ce qui lui rappelle l'un des poèmes célèbres de King Lian. Alors qu'il le récite, un nuage attaque Madame Shin. Elle parvient à esquiver et essaie de contre-attaquer en transformant son pinceau en dragon. Mais Luo les neutralise avec de la maîtrise de l'eau. Elle rappelle son pinceau et le transforme en lame jumelle. Mais la dame réalise qu'elle n'aura pas l'occasion d'utiliser son arme lorsque Luo la submerge avec une inondation géante. Il essaie de poursuivre avec une autre attaque, mais ses pouvoirs se désactivent soudainement, ce qui le fait tenir sa poitrine de douleur alors qu'il atterrit au sol. Alors qu'il se remet, il remarque que Madame Shin a laissé tomber quelque chose. Il s'approche pour récupérer l'objet alors que ses lames abandonnées se désintègrent. Le gars place l'objet dans sa poche arrière, le revendiquant comme le sien. Luo se souvient que Zheng est dans un mauvais état et va vérifier comment il va. Pendant ce temps, Rong se réveille de sa sieste et exige de savoir où se trouve Luo car elle sent qu'il est en danger. Yan l'informe honnêtement qu'il ne sait pas où le gaz est allé. Ils obtiennent leur réponse lorsque Luo arrive, tenant Zheng avec l'aide de l'oncle Zhao. L'objet tombe de sa poche arrière alors qu'il se dirige vers l'arrière-salle pour le coucher. Luo explique à Rong qu'il prévoyait d'obtenir le pinceau sans noyau de Monsieur Zhu lorsque le professeur l'a informé que Zheng l'avait. Il est allé à cet endroit et a trouvé une femme le transformant en marionnette de pinceau. Rong utilise son pouvoir pour évaluer les dégâts. Elle révèle qu'à part son cerveau, tout son corps a été dévoré par le pinceau sans noyau. La seule chose qu'elle peut faire maintenant est de ralentir le processus de raffinement. Son explication est interrompue lorsque le père de Zheng fait irruption avec ses gardes du corps. Il leur ordonne de l'envoyer à l'hôpital en voyant son état.
Oncle Zhao est celui qui a alerté son frère. Le père de Zheng identifie Luo et se présente avant de le remercier d'avoir sauvé son fils. Cependant, il n'approuve pas qu'il l'ait amené au cybercafé. Il tend de l'argent à Luo en signe de gratitude et lui conseille de ne pas s'égarer. Le gars essaie de jouer la carte du bon samaritain et veut refuser l'argent, mais le père de Zheng insiste pour qu'il le prenne. Dès qu'il part, il exhibe l'argent aux deux autres avec un sourire suffisant. Rong est plus intéressé à découvrir comment il a sauvé son camarade de classe. Yan sort pour fermer le cybercafé pendant que les deux autres discutent dans l'arrière-salle. Après avoir entendu l'explication de Luo, Rong est impressionné qu'il ait raisonné avec son pinceau dans une situation si tendue, mais elle souligne qu'il était censé réciter des vers sombres et déprimants parce que le pinceau restant a été utilisé par King Lian sur son lit de mort. Mais Luo s'est laissé emporter en récitant d'autres sujets, ce qui l'a désynchronisé, entraînant la désactivation de son pouvoir. Elle l'avertit de ne pas affronter un ennemi inconnu à nouveau, et lui conseille de faire attention aux poèmes qu'il choisit de réciter à l'avenir. Il reconnaît ses paroles, mais est juste content d'avoir gagné. Il se souvient que Chin a laissé un objet derrière et plonge la main dans sa poche pour le récupérer. Cependant, il ne le trouve pas. Simultanément, Yan repère l'objet par terre et l'ouvre par curiosité. Un pinceau spirituel rouge jaillit du conteneur et vole dans tous les sens. L'agitation pousse les deux autres à se précipiter dehors. Dès qu'ils sortent, le pinceau entre dans Yan, le rendant inconscient un instant. Rong inspecte immédiatement le conteneur et informe un Luo inquiet que Yan vient de se connecter avec un esprit de pinceau. Après un moment de rougissement et de bave, Yan reprend soudainement conscience. Il assure Luo qu'il va bien avant de demander. Yan tire son ami de côté et se demande s'il est du bon ou du mauvais côté maintenant qu'il a un pinceau. Il comprend que Luo et Rong sont dans leur monde secret, où tout le monde a des super pouvoirs mystiques. L'assistant confirme que ses pouvoirs s'accompagnent de devoirs et frappe Luo pour lui avoir caché quelque chose d'aussi excitant. Il se tourne vers Rong et suppose qu'il est le nouveau membre choisi de leur groupe. Il souligne qu'il pourrait être dangereux de laisser Young sans surveillance au cas où quelqu'un viendrait le blesser à nouveau. Il empêche Rong de parler et déclare que sauver une vie est le problème le plus important. Il les pousse hors de la porte vers l'hôpital. Pendant qu'ils attendent de voir Young, Rong explique l'histoire des esprits du pinceau à Yan. Il veut en savoir plus sur son pinceau, mais elle lui dit qu'il doit le découvrir par lui-même car elle n'en a aucune idée. Les yeux de Yan brillent en rouge alors que sa peur du sang se manifeste avec le saignement des patients et des infirmières. En raison de circonstances différentes, le bout de ses doigts brille en rouge alors qu'il se demande s'il a éveillé son pouvoir. Rong empêche Luo de toucher son ami car les capacités de Yan pourraient être destructrices. Leur attention est attirée par un nuage sombre qui s'approche d'eux avec des fils multicolores en sortant. Yan s'inquiète de ne pas pouvoir le contrôler, car il pense que c'est de sa faute. Rong souligne que c'est l'œuvre d'un pinceau à 5 couleurs qui provoque des hallucinations. Elle avertit tout le monde de rester vigilant. Yan et Luo ont déjà été capturés par les fils bleus et ont des visions agréables. Le fil vient aussi pour elle, mais elle utilise ses pouvoirs pour les dévier. Cependant, elle est quand même appréhendée et voit sa pire peur alors que des araignées l'envahissent. Les cris de Rong déclenchent la libération de Luo. L'onde d'énergie émise libère également Yan. Il se précipite et utilise ses pouvoirs pour dissiper les illusions. Un rire maléfique émane de la brume noire. Le lanceur du sort n'est pas surpris que les capacités de Luo annulent les siennes. Rong comprend que le cyan est utilisé et que le lotus est la source du cyan. C'est pourquoi les pouvoirs de Luo sont si efficaces contre lui. Elle crée un mur de glace pour empêcher d'autres fils de les atteindre. Elle explique que le fil jaune éveille la luxure de quelqu'un, le cyan déclenche la peur et le rouge éveille la faiblesse. Elle avertit les garçons d'être prudents. Leur attaquant est surpris qu'ils aient encore le temps de parler entre eux. Il brise la glace, mais Rong se place devant les garçons et bloque les fils. Pendant ce temps, Yan essaie d'activer ses pouvoirs, mais sans succès. Luo voit sa peur des hauteurs. Yan le sort de cet état en le faisant trébucher. Il reprend conscience juste à temps pour mettre une barrière autour de Rong avant qu'elle ne soit touchée par les fils. De leur échange, Rong devine qu'il est de la famille Zug. L'attaquant exprime sa déception quant aux capacités de l'hôte du vestige du pinceau de lotus vert. Rong bloque à nouveau ses attaques et utilise la poésie pour l'insulter. Cela agace le membre de la famille Zug. Il riposte en libérant des marionnettes de pinceau. Le trio les affronte et les retient jusqu'à ce que Rong soit touché par un fil rouge. L'eau est transpercée par derrière alors qu'il essaie de la ramener à la raison. Il la pousse en sécurité juste avant que la marionnette ne le projette sur Yan. Cet événement déclenche l'activation des pouvoirs de Yan. Luo est complètement guéri, y compris sa chemise déchirée. Rong est également projeté dans ses bras et ses blessures guérissent au contact. 2 de ses doigts perdent leur éclat, probablement parce qu'il a utilisé son pouvoir 2 fois. Elle l'informe qu'il a sauvé à la fois elle et Luo. Il teste ses nouveaux pouvoirs en se guérissant, tout en subissant de lourds dégâts en combattant les marionnettes restantes.
Les deux autres regardent tandis qu'ils se frayent un chemin à travers le lanceur du sort. Le marginal à l'air corpulent recule en titubant sous le choc alors que Yann le frappe au sol. Il se recroqueville de peur, demandant à Yann de l'épargner. Les marionnettes restantes essaient de l'attaquer par derrière, mais Rong intervient et les gèle. Le membre de la famille Zhug essaie d'utiliser cela comme une opportunité pour attaquer Yann avec des fils rouges, mais le gars les souffle nonchalamment. Il déclare qu'il a un grand cœur qui ne laisse aucune place au traumatisme. Les deux autres rejoignent Yann et laissent tomber les pinceaux désarmés devant le perdant. Il remarque que le pouvoir de Yann est toujours actif et fait semblant de se rendre. Cela lui donne un moment pour attraper la main de Yann dans l'espoir d'être guéri, mais il est repoussé et lui transmet plutôt une maladie alors qu'il fait semblant d'être inconscient. Il se lève rapidement et se retire dès qu'il en a l'occasion, leur promettant qu'il reviendra. Rong suggère de le laisser fuir, car il n'est pas bon de presser un ennemi en retraite. Tout revient à la normale alors que la brume noire se dissipe. Yann conclut que les gens normaux ne peuvent pas voir l'illusion, étant donné que tout le monde continue sa journée comme si de rien n'était. Luo pousse un soupir de soulagement en remerciant son ami pour le sauvetage. Yann le taquine, affirmant qu'il ferait n'importe quoi pour Rong. Il la regarde et dit que c'est son travail d'être le héros. Rong ressent différemment en le mettant en garde de ne plus jamais refaire ça. Elle exprime qu'elle n'a pas besoin que d'autres personnes sacrifient leur vie pour elle. Alors qu'elle s'éloigne, Yann dit à Luo, triste, qu'elle est juste timide. Pour lui changer les idées, il lui suggère d'aller voir Young. Le gars arrive à la porte et surprend Ems. Je demande des conseils à son maître. Il entre en pensant qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce, mais il n'y a personne. Les deux échangent des politesses avant que le professeur n'explique que le pinceau sans noyau a été créé pour la première fois par le célèbre fabricant de pinceaux Zhug Gao. C'est pourquoi il est également connu sous le nom de pinceau Zhug. Il ne pense pas que le jeune homme aurait dû risquer sa vie juste pour en apprendre davantage sur le pinceau. Après avoir discuté avec son professeur, il décide de le raccompagner par respect. Yann est chargé de s'occuper de Jung. Dès que la voie est libre, Yann entre et essaie d'utiliser son pouvoir pour guérir le gars, mais cela ne fonctionne pas. Après avoir raccompagné son professeur, il trouve ironique que le pinceau de la famille Zhug le protège alors qu'ils essaient de mettre fin à sa vie. Il décide de chercher Rong et l'entend parler au téléphone, confirmant que Luo a mordu à l'hameçon et qu'il croit tout ce qu'elle dit, donc il peut être facilement manipulé. Il la confronte sur ce qu'il vient d'entendre. Elle fait allusion sans détour à un motif caché, révélant que c'est la seule raison pour laquelle elle traîne avec un idiot comme lui. Les choses continuent, alors que Rong se fait un peu gronder par son grand-père pour l'avoir appelée à ce moment-là, car il la connaît comme une fille intelligente. Elle avoue qu'elle ne réfléchissait pas à ce moment-là. Monsieur Wei soupire avant d'expliquer qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'entrer de manière difficile. S'il ne veut pas la manière douce, ces mots font sursauter sa petite fille de choc. Il lui demande de le mettre au lit parce qu'il est fatigué. Dès qu'elle le fait et part, le vieil homme se retourne et récupère un morceau de papier sous le lit. Pendant ce temps, Luo quitte l'hôpital, réfléchissant à l'explication de Rong sur la façon dont son grand-père a mis en place l'arrangement pour qu'elle l'aide à contrôler son pinceau afin de bâtir la confiance. Puisque Luo a le pinceau de lotus vert restant, ils avaient l'intention de l'utiliser pour suivre les 7 pinceaux légendaires. Le fait qu'il soit prêt à sacrifier sa vie pour elle l'a surprise. Elle a conclu qu'un hôte d'un pinceau spirituel est plus facile à manipuler qu'un marionnettiste de pinceau. Le flashback s'est terminé avec lui criant de frustration parce qu'elle lui a menti tout ce temps. Il pense que tout le charme des belles femmes est un mensonge. Il souhaite que sa mère l'ait averti à leur sujet. Son chemin est bloqué par l'apparition de Mademoiselle Shin. Elle commente sarcastiquement sur la coïncidence de le rencontrer à l'hôpital. Luo dénonce le mensonge car il sait déjà qu'elle viendrait chercher Zheng. Elle le corrige, révélant qu'elle est venue récupérer l'esprit du pinceau qu'il lui a pris. La dame lui dit avec condescendance que c'est mal de voler aux gens, ce qui est ironique car elle l'a volé elle-même. Luo l'informe qu'il l'a donné à Li, donc elle devrait lui demander, mais la dame sait déjà qu'il ne fait pas partie de la famille Zhug. Elle devine qu'il vient de la famille Wei. Il est déclenché en entendant ce nom après ce que Rong lui a avoué. Shin perçoit son ressentiment et devine qu'il a des problèmes avec eux. Luo essaie de détourner le regard mais cela se voit sur tout son corps. Comme il est seul maintenant, elle propose qu'ils fassent équipe pour trouver les 7 pinceaux légendaires. Ils partageront les fruits de leur travail à parts égales. Après avoir été trompé par Rong, il traite toutes les femmes de menteuses. D'après son discours, elle devine qu'il a eu le cœur brisé par Rong et commence à le taquiner. Shin remarque à quel point il est facile à lire. Elle lui propose de travailler avec elle et elle guérira Zheng. Luo sait qu'elle complote quelque chose, mais décide de faire équipe. Si elle sauve Zheng en premier, elle accepte rapidement. Et l'entraîne pour obtenir l'outil de sauvetage avec elle. Il prévoit de l'abandonner après qu'elle l'ait guéri. Luo se tient derrière elle, en alerte, tandis qu'elle cherche l'artefact. La dame le présente à Luo.
Alors le gars baisse sa garde en l'inspectant. Cela lui donne l'occasion de le frapper avec un taser. Il tombe au sol, stupéfait, et s'effondre peu après. Shin regarde fièrement son travail en commentant sur la façon dont les femmes l'ont à leur merci. Elle l'attache et le jette à l'arrière de sa voiture, conduisant calmement devant Rong, qui retourne à l'hôpital. Elle tient le morceau de papier que son grand-père regardait plus tôt. La dame se rappelle le choc sur son visage quand elle a lu son contenu. Elle a rapidement noté quelques informations. Pendant ce temps, Yan revient à l'étage de Zheng, après avoir essayé de draguer certaines infirmières, et est confus lorsqu'il ne voit personne. Il est content de voir Rong quand il apparaît de l'autre côté et lui demande des nouvelles de son ami. Pendant ce temps, Luo reprend conscience et essaie de se libérer de ses liens. Il tente d'utiliser son pouvoir de pinceau, mais elle a mis un talisman sur sa poitrine, l'empêchant d'activer ses pouvoirs. Le gars voit qu'elle n'a pas pris son téléphone, alors il utilise des commandes vocales pour demander à son téléphone d'appeler Yan. Il finit par l'appeler après avoir mal fonctionné pendant un moment. Avant qu'il puisse confirmer si son ami a répondu, la voiture s'arrête. Mademoiselle Shin ouvre le coffre et sourit, surprise qu'il soit réveillé. Il remarque qu'il fait nuit. Elle le traîne jusqu'au temple Férin et l'informe que c'est là qu'il va rencontrer sa fin. Elle veut son pinceau en compensation de celui qu'elle a perdu. Luo recule, mais il est cloué à une pierre tombale. Shern lance son coup final, mais il est annulé par une perle imprégnée de pouvoir. Maître Baidi sort, saluant tous les présents. Il révèle qu'il y a longtemps, Mademoiselle Shin a agressé des gens et volé des pinceaux dans le manoir Wei. Il est un peu choqué qu'elle mène encore ce style de vie. Il qualifie son action de péché. Le maître se tourne vers son élève, Zhu, et lui ordonne de neutraliser la voleuse. Le gars ne perd pas de temps et se précipite pour l'affronter. Il lui rend hommage avant d'attaquer. Et alors qu'elle dévie ses coups, elle libère Luo, promettant de ne pas le blesser s'il l'aide à les repousser. Il s'excite d'abord, puis se souvient de qui fait la promesse. Il s'appuie nonchalamment contre l'une des pierres, alors qu'elle est submergée par Zhu. Le gars est si rapide qu'il ne lui laisse même pas la chance d'utiliser son esprit de pinceau. Zhu se met en position pour porter le coup final, mais s'arrête et lui demande de se relever pour qu'il commence le prochain round. Luo n'approuve pas ses manières éthiques. Son maître ressent la même chose, car il ordonne à Zhu de ne pas montrer de pitié envers des gens comme elle. L'étudiant poursuit son assaut avec plus d'agressivité cette fois. Shin utilise Luo comme un véritable bouclier humain, forçant Zhu à arrêter son assaut. Cela lui donne l'occasion d'utiliser son pouvoir pour lier son bras et le déchirer. Elle pousse Luo sur Zhu et s'échappe avant que Baidi ne puisse intervenir. Zhu aide Luo à se relever et le maître utilise la perle pour annuler la prise de Shin sur son élève. La perle retourne à sa place. Baidi veut savoir pourquoi son élève a hésité à l'achever. Zhu explique à son maître qu'il a reçu l'ordre d'attaquer Mademoiselle Shin, pas Luo. Baidi accepte son explication et se présente, ainsi que Zhu, à Luo. Il leur rend également la politesse en les informant qu'il est étudiant à l'université. Baidi fait signe à Zhu de ramasser le talisman qui a été placé sur Luo. Il demande si cela a été placé sur lui pour restreindre son esprit de pinceau. Le garçon détourne le regard en affirmant qu'il n'a pas d'esprit de pinceau. Le maître lit le talisman et est stupéfait de voir que Luo a le vestige du pinceau lotus vert. Le poème écrit sur le papier n'affecterait pas le pinceau original. Luo se sent menacé par eux et commence à activer son pouvoir. Baidi essaie de le calmer, expliquant qu'ils ne veulent pas lui faire de mal. Il ne les croit pas et continue de réciter un poème pour attaquer. Baidi crie pour qu'il s'arrête, ce qui fait disparaître l'attaque de Luo. Le maître lui tapote l'épaule et explique qu'il a perturbé son rythme. S'il continue à se forcer, il se blessera et Luo deviendra faible en demandant ce qu'ils veulent de lui. Baidi révèle que le pinceau de Luo n'est pas apparu depuis longtemps. Beaucoup d'autres se battent pour les pinceaux légendaires afin de pouvoir ouvrir le rituel d'enterrement du stylo. Le maître est choqué que Luo n'en soit pas conscient, étant donné l'importance du pinceau qu'il détient. Le jeune homme informe Baidi qu'il cherchait juste à remplacer le pinceau de son professeur avant d'être projeté dans ce monde. Luo explique toute son histoire aux deux, et Baidi commente à quel point son aventure a été excellente jusqu'à présent. Il est juste surpris que M. Wei soit encore en vie. Il révèle que son prénom est Shiran, donc c'est ainsi que nous allons l'appeler dorénavant. Luo est surpris d'entendre le nom complet du grand-père de Rong. Rong et Shiran font tous deux partie de la famille Wei. Baidi révèle qu'il y a 20 ans, la famille Wei était en pleine tourmente à cause de problèmes de succession. Parce qu'il n'est pas devenu le chef de famille, il a profité de la tourmente pour monter les membres de la famille les uns contre les autres, causant de lourdes pertes. Après avoir causé tout ce chaos, il a disparu. Luo n'arrive pas à croire qu'il a été dupé par le vieux. Baidi suppose qu'il a dû se cacher à cause du reste du pinceau de lotus vert. Leur conversation s'arrête brusquement lorsque le maître sent que quelqu'un est dans l'ombre. Zhu passe à l'action et commence à engager la personne. Luo entend la voix et la reconnaît.
Alors qu'il s'approche de l'agitation, il identifie l'intrus comme étant Yan et crie pour qu'il s'arrête. Luo présente le nouveau venu comme son ami et l'hôte d'un esprit de pinceau. Yan salue, mais Luo veut savoir comment il l'a trouvé. L'ami sourit et révèle que c'est son téléphone qui l'a conduit à cet endroit, car il a entendu tout ce qui se passait. Luo retire son téléphone et termine l'appel. Depuis que Madame Shin a volé l'esprit du pinceau à la famille Wei, Yan est sûr que Bai Di sait que le pinceau est en lui. Le maître révèle qu'il s'agit du pinceau à sourcils de Chang de la dynastie Han. Sa femme a perdu le bout de son sourcil, alors il a utilisé le pinceau pour lui en dessiner tous les jours. Yan rougit en y pensant. Il reprend ses esprits quand il se souvient que Rong veut qu'il montre quelque chose à Luo. En le retirant de sa poche, Ju informe son maître que quelqu'un d'autre arrive par la porte. Les trois garçons se cachent derrière un arbre tandis que Bai Di met en place une barrière qui les camoufle. Entre avec un individu battu. Le gars jette sa victime au sol. Il passe ses doigts sur la pierre en déclarant que c'est un endroit où l'aura se rassemble. Bai Di explique que le temple Feren a été construit pour les martyrs. Le temple devenait également un refuge pour les esprits pendant la période républicaine. La région émane de la dépression et de la tristesse. Cela en fait l'endroit idéal pour extraire les esprits de pinceau, c'est pourquoi Madame Shin l'a amené. Chongqing sort un outil qui résonne. Il le jette au-dessus de sa victime et commence le rituel pour retirer le pinceau du gars. Luo a la chair de poule en pensant que cela aurait pu être lui. Chongqing se prépare à extraire le stylo lorsque tous les gars crient pour qu'il s'arrête. Bai Di soupire parce qu'ils viennent de révéler leur couverture. Chongqing pointe sa lame vers Luo, surpris de le voir à cet endroit. Il laisse échapper un rire sinistre, prêt à les affronter. Les choses continuent avec Chongqing remerciant son seigneur de lui avoir apporté le vestige du pinceau lotus vert. Avec sa situation, il peut obtenir 2 des 7 pinceaux légendaires à la fois. D'après son ajout, tout le monde conclut que la personne qui l'a amené à la fin possède l'un des pinceaux légendaires. Bai Di est surpris par la dégénérescence de la famille Zhug, qui en est à prendre des vies pour obtenir leur pinceau. Chongqing n'est pas intéressé par son opinion et attaque pour le faire taire. Luo essaie de contrer en activant ses pouvoirs, mais cela échoue. Zhu remarque la déficience et intercepte avec un coup qui repousse Chongqing. Le moine explique que l'aura dans la région est stagnante et Luo n'a pas les compétences pour contourner cela tout en canalisant son pouvoir. Le fait qu'il paniquait également n'a pas aidé sa situation. Chongqing fait signe à Zhu de venir vers lui, ce à quoi l'apprenti répond. Le voleur de pinceau invoque une rafale de vent autour de sa main et la déchaîne contre son adversaire. Bai Di réagit rapidement, érigeant un bouclier qui bloque l'attaque. Chongqing ricane un peu, impressionné que le moine puisse se battre à ce niveau malgré l'absence d'un esprit de pinceau. Lu et Yan sont choqués d'entendre cela. Le combat entre les deux autres continue, alors que Zhu évite de justesse les coups de Chongqing. L'apprenti prend finalement le dessus lorsqu'il désarme le malfaiteur. Cela agace Chongqing, qui lance une rafale de vent sur Zhu. L'élève se retire rapidement derrière la barrière de son maître et revient en arrière jusqu'au comptoir lorsque l'attaque est dissipée. Il lance une rafale de coups de pied et de poing, ce qui lui permet de toucher Chongqing. Le voleur de stylo s'agite, poussant un cri accompagné d'une explosion de puissance. Il rit en convertissant ce pouvoir en sa prochaine attaque. Zhu se cache à nouveau derrière le bouclier de son maître alors que Chongqing frappe la barrière avec son coup concentré. Bai Di parvient à le bloquer, mais sa barrière est brisée dans le processus, ce qui lui cause des dommages internes. Tout le monde se précipite rapidement pour vérifier s'il va bien. Yan essaie d'utiliser ses capacités pour le soigner, mais le temps de recharge de ses pouvoirs n'est pas encore terminé. Chongqing ne perd pas de temps et prépare une autre attaque pour les achever. Bai Di rassemble le reste de ses forces, activant toutes ses perles pour créer un bouclier plus robuste. Il ordonne à son élève de mettre tout le monde à l'abri, et Chongqing déclenche une volée d'attaques qui submerge le maître. Luo amortit sa chute, mais le voleur de stylo enchaîne avec une autre attaque. Zhu plonge devant comme une star de film d'action des années 90. Le méchant se tourne alors vers Luo et le capture facilement. Yan tente d'intervenir, mais il est jeté au sol d'un coup de pied. Chongqing jette Luo par terre et récupère son couteau, promettant de se venger de sa défaite précédente. La première victime tend la main vers Luo, le suppliant de l'aider, mais Chongqing lui ôte la vie, déclenchant le processus d'extraction du stylo. Le voleur de stylo révèle que Luo est le prochain. Alors que Yan se remet de son attaque, il remarque qu'un de ses doigts brille. Pendant cet intervalle, Chongqing termine le rituel d'extraction, révélant qu'il a obtenu le pinceau d'encre marqueur de pupille. Bai Di entend cela et révèle que le pinceau vient de Zhang Sengguo. Le voleur de stylo sort sa lame et se tourne vers Luo. Yan arrive avec un coup de pied puissant, ce qui force leur adversaire à reculer. Il montre avec enthousiasme son doigt à Luo. Je pense qu'ils oublient qu'ils sont en plein combat, car Chongqing revient et attrape Yan par la tête pour avoir interrompu le combat. Il repousse également Luo lorsqu'il essaie d'aider. Yan en profite pour utiliser ses pouvoirs sur Chongqing, mais il finit par toucher le porte-stylo à la place.
Cela libère le pinceau d'encre marquant la pupille, tandis que le voleur de stylo essaie de le récupérer. Luo se dirige vers son ami pour s'assurer qu'il va bien. Yan est plus confus quant à la véritable nature de ses capacités. Luo croit que son pinceau lui donne le pouvoir de remonter le temps. Cela explique sa capacité à guérir les blessures et libérer le stylo de son contenant. Ces gars n'ont aucune conscience de combat, car Chongqing est autorisé à tirer et à piétiner Luo, et l'étudiant essaie de riposter en utilisant son pouvoir. Il parvient à lever la jambe juste avant que Chongqing ne porte l'attaque. Cela permet de le projeter vers le stylo, le libérant. Le pinceau d'encre marqueur d'élève descend et entre dans Luo, à la stupéfaction de tous. Le nouveau pinceau entoure le lotus vert ruminant dans son corps, et Chongqing récupère rapidement sa lame. Il sent le nouveau pinceau ouvrir ses tendons et ses veines. Luo invoque un dragon et demande au voleur de stylo de renoncer à la propriété de son pinceau d'encre cavalier des nuages aussi. Chongqing recule, inquiet alors que Luo envoie le dragon spirituel attaquer. Chongqing effectue un retrait stratégique avant que l'attaque ne puisse atteindre sa cible. Le soleil commence à se lever alors que Luo désactive son pouvoir. Yan se précipite vers son ami, le félicitant d'avoir utilisé le pinceau d'encre marqueur de pupille si rapidement. Luo tombe au sol, épuisé et soulagé que le voleur soit parti. Il dit à Yan qu'il a utilisé son pinceau lotus vert pour créer cette dernière attaque. Il ne sait actuellement pas comment fonctionne le pinceau d'encre marqueur de pupille. Luo est encore choqué par l'anarchie dans ce monde, si certains peuvent être éliminés juste pour voler leur pinceau. Baidi se dirige vers Luo pour vérifier son état de santé. Le maître n'en revient pas qu'il ait 2 esprits de pinceau. Le garçon se plaint qu'un pinceau ait déjà assez de problèmes pour lui. Baidi révèle que personne n'a jamais possédé 2 esprits de pinceau en même temps. Yan encourage son ami, le qualifiant d'élu. Le plus proche de cela était une légende d'une personne essayant de forcer l'absorption de plusieurs esprits de pinceau dans le passé, mais il est décédé subitement. Entendre cela le fait paniquer. Il se plaint aussi du fait que tant de gens le ciblent déjà et s'inquiète que sa vie se termine plus tôt que prévu. Il devient un peu déprimé à l'idée que la seule façon dont il serait séparé de ses pinceaux, c'est que sa vie se termine. En entendant cela, Yan se rappelle qu'il a quelque chose pour son ami, alors il lui assure qu'il y a encore de l'espoir. Il donne à Luo un morceau de papier et l'informe que Rang voulait qu'il lui soit remis. Il révèle un moyen sûr de séparer l'esprit du pinceau de l'autre. Son grand-père a découvert cette technique il y a quelque temps. Les deux le lisent, et il s'avère être une énigme. Baidi les voit lutter pour la déchiffrer et propose de regarder. Pendant qu'il le fait, Yan dit à Luo que Rang a exprimé son inquiétude pour lui. Il ne pense pas qu'elle va lui faire du mal et lui conseille de lui parler à son retour pour comprendre comment séparer l'esprit du pinceau. Luo préfère garder ses distances, étant donné comment elle lui a parlé. Il n'est pas sûr si ses actions actuelles sont sincères ou si elle essaie simplement de le ramener intentionnellement. Le maître les interrompt pour révéler que l'énigme mentionne 2 endroits appelés sites d'enterrement de pinceau. Cependant, il n'a jamais entendu parler d'une méthode pour séparer en toute sécurité un esprit de pinceau de son hôte. Baidi propose d'obtenir pour Luo une audience avec les anciens de son village. Il y a beaucoup de livres anciens là-bas, donc il pourrait être en mesure de clarifier les choses pour lui. Il décide d'accepter l'offre après une rapide délibération avec son ami. Il se dirige d'abord vers l'aéroport, du Sur Desorobir Mountain, où Baidi envoie Yan et Zhu au temple Yongshin et au couvent du ciel vert, car ce sont les 2 lieux d'enterrement de pinceau mentionnés. Ils doivent s'y rendre et enquêter, et pendant ce temps, le moine et Luo se dirigent vers la maison de la famille Wei. À leur arrivée, il est choqué de découvrir que leur maison est un site touristique. Baidi explique que c'est la principale source de revenus pour la famille. Ils sont accueillis par l'oncle de Baidi, Dingguo. Son oncle informe du retour des esprits du pinceau et demande à son neveu de participer. Ils changent rapidement de sujet pour aborder la question urgente qu'ils doivent discuter avec le chef. En chemin, Luo veut en savoir plus sur le retour des esprits des pinceaux. Baidi l'explique brièvement comme une cérémonie de sélection de talents tenue régulièrement dans le village. Ceux qui sont favorisés par les esprits des pinceaux deviennent les hôtes de ces pinceaux. Il termine l'explication juste au moment où ils arrivent au quartier du chef. Luo remarque que le vieil homme est en fauteuil roulant. Luo est choqué de découvrir que Baidi est le fils du chef lorsqu'il commence son rapport. Après les avoir écoutés, Luo invoque ses 2 pinceaux et le chef est surpris car l'expérience de Luo est unique et rare. Le fait qu'il ait eu 2 pinceaux dans son système pendant si longtemps et qu'il ne lui soit rien arrivé signifie qu'ils n'ont pas besoin de paniquer. Luo est toujours sur le qui-vive car les effets secondaires pourraient avoir une incubation et ce phénomène ne peut pas être expliqué par la science. Le chef suppose qu'il pourrait avoir quelque chose de spécial physiquement et si cela était bien utilisé, il pourrait accomplir des choses incroyables. Luo n'est pas intéressé à risquer sa vie pour cela. Baidi informe son père que Luo est juste une personne ordinaire qui a été impliquée dans leur monde par accident. Le moine ne pense pas qu'il puisse faire face à certaines des exigences de ce mode de vie, alors il suggère qu'il l'aide à séparer les esprits des pinceaux de lui en toute sécurité afin d'éviter de futurs dangers. Le chef donne sa réponse en activant ses pouvoirs, ce qui invoque des racines qui engloutissent Baidi et Luo dans leur chaise. Le fils supplie son père, lui rappelant que Luo est venu parce qu'il avait confiance qu'il pouvait l'aider.
Il l'alerte que ce n'est pas une façon de traiter un invité. Le chef révèle que son esprit de pinceau, Dufu, admirait Li Bai durant sa vie. Maintenant que Dufu est un pinceau d'encre brise d'automne, le chef ne laissera pas Luo partir avec le pinceau lotus vert si facilement. Luo croit qu'il a été piégé, alors Bai Di essaie de se libérer pour montrer qu'il n'est pas impliqué, mais son père l'avertit qu'il ne peut pas gagner. Le vétéran explique que la capacité de contenir plusieurs esprits de pinceau ne doit pas être sous-estimée. Même s'ils n'ont pas encore confirmé si Luo possède cette capacité, il ne peut pas manquer l'occasion de renforcer la famille Wei, et il ne peut pas non plus laisser quelqu'un d'autre la voir. Alors qu'il les laisse dans cet état, il se demande combien de temps encore son corps brisé peut tenir. Ding Guo rejoint plus tard son frère et lui conseille de reconsidérer, car suivre la volonté de leurs ancêtres brise leur famille. Le stress provoque une petite poussée de sa maladie. Après s'être reposé et avoir réfléchi, il retourne à son bureau et libère son fils et Luo de leur captivité. Il a décidé de laisser les jeunes prendre leurs propres décisions. En guise d'excuse pour ses actions hostiles, il révèle le pouvoir du pinceau de marquage de la pupille. Il sort une feuille de papier et demande à Luo d'invoquer le pinceau. Le vieil homme révèle que le pinceau a le pouvoir de prophétie. Il dit à Luo que s'il se sent perdu dans la vie, le pinceau peut l'aider à trouver la bonne direction. Le papier l'évite vers le stylo, incitant Luo à demander ce qu'il doit faire ensuite. Alors qu'il écrit, il remarque qu'un cheveu est tombé. Alors il demande pourquoi, et le vieil homme lui dit qu'à chaque fois qu'il utilise le pinceau de marquage des pupilles, un peu de sa durée de vie est pris. Lorsque le pinceau perd tous ses poils, l'hôte meurt. Alors il avertit Luo de l'utiliser avec parcimonie. Le pinceau termine sa réponse sous forme de poème. Le chef explique que le pinceau identifie seulement la meilleure direction possible et ce que la personne fait de cette information dépend d'elle. Bai Di suppose que le pinceau pourrait suggérer que se séparer de Luo est le bon choix. Le gars accepte parce qu'il ne veut plus faire partie de cela. La conversation se termine brusquement lorsque le pinceau d'encre brise d'automne du chef quitte son corps, mettant fin à sa vie. Bai Di pleure lorsqu'il confirme que le pouls de son père a disparu. L'histoire continue lorsqu'une des servantes ouvre la porte du bureau pour voir que le chef est décédé. Bai Di lui ordonne de se taire car le responsable pourrait encore être dans les parages. La dame crie que Bai Di et Luo ont éliminé le chef. Luo essaie de l'arrêter mais elle est déjà loin, appelant à l'aide en chemin. Le moine conclut qu'ils ont été piégés, alors il quitte les lieux avant que d'autres membres du clan n'arrivent et ne confirment la mort du chef. Ding Guo ordonne de fermer la route menant hors du village. Pendant ce temps, Bai Di conduit tranquillement Luo à un sanctuaire où ils empruntent un passage secret. Luo utilise la lampe de poche de son téléphone pour leur donner plus de visibilité. La bibliothèque de pinceaux de la famille Wei est le seul endroit où ils peuvent se cacher pour l'instant. Il contient tous les esprits de pinceaux libres collectés par le village. L'endroit est extrêmement confidentiel, donc personne n'est autorisé à entrer sans le consentement du chef, et avec le récent décès du chef, il sera difficile pour eux de décider s'il est possible d'entrer. Cette période d'incertitude devrait leur donner suffisamment de temps pour trouver une issue. Madame Xin n'est pas sortie par l'avant après être entrée dans la bibliothèque de pinceaux lorsqu'elle s'est infiltrée pour voler, donc il est sûr qu'il y a une sortie secrète. Luo trouve le bouton discret qui donne accès à la bibliothèque, Bai Di l'examine de plus près et l'active, ce qui ouvre la porte. Le moine l'avertit qu'en dehors des pinceaux, il y a des mécanismes conçus pour tester les capacités des participants lors de l'événement de sélection des esprits de pinceaux de leur clan. Bai Di ne peut pas laver son nom s'il reste. Il doit donc s'échapper et trouver un moyen de prouver son innocence. C'est le minimum qu'il puisse faire pour son défunt père. Le duo entre à l'intérieur et Luo est émerveillé par le nombre de portes dans la pièce et les écrits gravés au plafond. Le moine suppose que la réponse pour résoudre l'énigme et trouver le bon chemin y est gravée. Ils arrivent au centre de la pièce où se trouve un diorama. Luo éclaire avec sa lumière, ce qui active les deux marionnettes pinceaux. Luo démontre ses compétences en les désactivant facilement. Pendant ce temps, le moine résout l'énigme et utilise cette connaissance pour ouvrir le bon chemin qui se trouve sous le diorama. Il le pousse pour révéler le chemin. Ils arrivent enfin dans la pièce qui contient tous les pinceaux. Luo est sûr que Bai Di pourrait facilement réussir le test de l'esprit du pinceau de ce clan et obtenir son pinceau spirituel. Le moine fait taire Luo en soulignant qu'il doit y avoir une raison pour laquelle il veut se débarrasser de ces deux pinceaux. Luo explique que d'autres personnes le chassent pour ses pinceaux. C'est la principale raison pour laquelle il veut s'en débarrasser. Il change de sujet pour parler de Mademoiselle Shen, se demandant pourquoi elle n'a pas volé plus de pinceaux puisqu'il y en a tant dans la pièce. Bai Di suppose qu'elle n'a pas eu assez de temps, ce qui les pousse à inspecter la pièce et il trouve des marques d'épée partout sur le mur. Il se souvient que Shen pouvait transformer son esprit de pinceau en épée lors de leur dernier combat. Luo est sûr que c'est elle qui a laissé les marques. Il suppose qu'elle les a faites parce qu'elle essayait de trouver une sortie. Chi n'a probablement pas eu le temps de trouver le mécanisme de la porte, alors elle a choisi de forcer son passage. Bai Di est d'accord avec sa conclusion et constate que les marques s'arrêtent à un certain point. Il pense que la porte d'origine a été endommagée par Shen et a été réparée à nouveau. Il ne peut pas trouver le mécanisme pour ouvrir la porte,
ce qui signifie qu'elle a été complètement scellée pour empêcher quiconque de pénétrer de l'extérieur. Le moine est certain que la sortie se trouve toujours derrière le mur. Luo ne perd pas de temps et brise le mur avec ses pouvoirs, révélant ainsi la sortie. Baidi l'éclaire sur la raison pour laquelle la bibliothèque de pinceaux a besoin de tant de routes connectant au monde extérieur. C'est pour que le chef puisse déplacer les pinceaux vers un endroit sûr en cas d'urgence et évacuer tout le village en utilisant les chemins secrets. Les deux atteignent finalement la sortie et Luo déclare son intention de trouver Yan et Jiu. Baidi décide de découvrir la vérité derrière la mort de son père car il y a trop de mystères. Lui rencontre plus tard Yan et lui explique la situation. Le gars essaie de dormir mais le ronflement de son ami l'empêche de dormir. Il profite de ce moment pour demander au pinceau marquant les pupilles comment se séparer avec succès des esprits des pinceaux, mais il ne lui donne pas de réponse. Yan se réveille et lui assure qu'il l'aidera à atteindre son objectif. Luo dit à Yan que Baidi leur a ordonné de ne pas révéler à Jiu la véritable raison de son absence, sinon le gars têtu retournerait aux funérailles malgré le danger. Yan invente un mensonge convaincant pour garder l'apprenti sur place. À leur insu, Changqing, Yihui et Shiju de la famille Zhug les ont suivis et les espionnent depuis une pièce voisine. Yihui confirme que Luo a le pinceau de marquage des pupilles et suppose que le gars a dû éliminer le précédent propriétaire du stylo, Maître Fang. Le lendemain, Luo et son groupe se rendent au temple Yongxin, car leur enquête les a menés à la tour à côté du temple, connu pour être un site d'enterrement de pinceaux. Luo a une vision troublante et un son qui lui traverse l'esprit. Il demande aux autres s'ils ont entendu le son alors qu'ils essaient de le réconforter. Une attaque soudaine de Chongqing les oblige à esquiver. Jiu ne perd pas de temps pour le poursuivre. Shiju empêche Yan et Luo de suivre avec plusieurs lancers de couteau. Elle se présente et révèle qu'elle sera celle qui prendra la vie de Luo. La dame lance encore quelques lames sur le gars qui les esquive de justesse. Yan essaie de l'attaquer mais Yihui l'arrête net avec son entrée. Yan corrige le nouveau venu lorsqu'il confond Luo avec Zhang. Son corps commence à briller après la correction et il est englouti et transformé en son pinceau spirituel dans une autre dimension. Yihui l'informe qu'il a été transporté dans son territoire spirituel. Cela a été déclenché lorsqu'il a mentionné le nom de son ami. Yihui révèle qu'il a le pinceau d'eau. Si Yang veut s'échapper, il doit interpréter et effectuer une analyse de rimes sur quelques poèmes. Yan considère ce défi comme trop facile et utilise sa compréhension de la poésie pour s'en sortir. Pendant ce temps, Shiju attaque intensément Luo pour se venger de Maître Fang, car elle pense que c'est lui qui l'a tué. Luo est confus car il n'a jamais entendu parler d'une telle personne. Elle voit qu'il ne peut pas se défendre à main nue, alors il invoque une épée avec un poème, mais Shiju la brise facilement. Luo appelle une armure pour le protéger de la prochaine vague d'attaque au couteau, mais elle la brise et il est projeté contre l'une des pierres tombales. Alors qu'il se remet, il se demande si elle a un nombre illimité de couteaux à cause de la façon dont elle les lance. Il essaie de lui obstruer la vue en invoquant du brouillard, mais Shiju le dissipe et réduit la distance, menant à un bref échange au corps à corps. Il essaie de mettre de la distance entre eux en s'envolant. Mais elle transforme son couteau en javelot avec son pouvoir et le fait tomber. La lame frappe une pierre tombale et provoque une fuite de résidus. Elle révèle à Luo qu'elle possède le pinceau géant en forme de chevron. Leur combat intense est interrompu lorsqu'une tombe s'éveille, libérant un esprit géant puissant qui laisse toutes les parties ébranlées. La libération d'énergie crée une tempête qui les emporte presque tous. Tout le monde se prépare à évacuer lorsque la colère se tourne pour attaquer Shiju. Le pinceau marquant la pupille s'active et tire Luo pour la mettre à l'abri. Le monstre revient pour une autre attaque, mais Luo fait preuve de courage et l'utilise pour la protéger. Heureusement, le pinceau invoque une barrière pour les protéger. Shiju le gifle pour s'être approché d'elle. Alors il se plaint, mais elle réalise bientôt que c'était l'œuvre du pinceau et commence à avoir les larmes aux yeux. Luo est un peu confus quant à ce qui se passe. Yan et Yihui évitent de justesse l'attaque de la créature en atteignant la barrière. Yihui récupère rapidement Shiju et l'informe qu'ils doivent quitter la zone immédiatement. Les deux amis décident également de courir pour sauver Jiu. L'esprit envoie des sbires crânes pour poursuivre tous les groupes. La barrière les protège, mais Yan remarque qu'elle commence à se briser. Il supplie Luo de lui apprendre à utiliser la technique pour qu'il puisse utiliser son pinceau pour maintenir la barrière, mais Luo avoue que le pinceau érige la barrière tout seul. Jiu et Chongqing sont figés sur place par un tiers. Les autres sont poursuivis jusqu'à l'emplacement du grand esprit corrompu. Ils se cachent derrière de grosses pierres pendant que les têtes de crâne les cherchent. Yihui suggère qu'ils fassent équipe pour échapper à la situation. S'ils mettent leur pouvoir spirituel dans un seul bouclier, ils devraient pouvoir tenir un peu plus longtemps. Shiju essaie de protester, mais il l'informe que c'est la seule façon. Ils enseignent à Yan et Luo comment rassembler leurs pouvoirs. Yan y parvient du premier coup et ils attachent tous leur pouvoir au pinceau de marquage de la pupille. Pendant cet intervalle, l'esprit rappelle les crânes et utilise le pouvoir supplémentaire pour se manifester pleinement. Il se transforme en un moine troublé qui appelle le nom Xio. Cela aide Yihui à comprendre que l'esprit devant eux est Bian Kai, le disciple du maître Ji Yong.
son maître lui avait confié un texte sacré avant de mourir, et l'empereur a envoyé un homme nommé Xiao pour gagner la confiance de Bian Kai afin de voler l'écriture. Cela l'a plongé dans le désespoir, et il est mort avec une rancune contre Xiao pour sa trahison. L'augmentation de la puissance de l'esprit enragé met à rude épreuve leurs barrières. Luo essaie de puiser de l'énergie supplémentaire dans le reste du pinceau de lotus vert, mais le pinceau avec la marque de pupille l'en empêche. Yihui suppose qu'il pourrait avoir quelque chose à dire. Yan remarque que le pinceau pointe toujours vers l'emplacement de l'enterrement du stylo, peu importe où Luo se tourne. Il conclut qu'ils doivent le détruire pour libérer le pouvoir spirituel enfermé à l'intérieur. Luo peut comprendre pourquoi le pinceau de marquage de pupille a sauvé Shiju parce qu'elle est la seule à pouvoir le détruire. Yan, Shiju et Luo sortent de la barrière pour se rapprocher du site d'enterrement du stylo. Alors qu'ils avancent, Yan utilise ses pouvoirs pour les restaurer à un état indemne pendant qu'ils progressent. Il utilise sa dernière chance sur Shiju, ce qui lui donne l'occasion de lancer une grande attaque qui détruit la pierre de l'enterrement du stylo. Cependant, le fantôme enragé de Bian Kai est toujours debout. Elle remarque que son urne est encore intacte et la détruit. L'explosion la repousse en arrière. Cela libère l'esprit du pinceau de Wang Shiji, qui se trouve être l'un des 7 pinceaux légendaires. Le vestige du pinceau de lotus vert de Luo se manifeste et flotte vers l'autre pinceau. Yihui voit cette interaction et suppose que ce nouveau pinceau doit être l'un des pinceaux légendaires. Parce qu'ils sont tous connectés. Le pinceau utilise l'esprit de Bian Kai comme source d'encre et commence à écrire les passages du texte sacré. Ils permettent à Yihui d'identifier le nouveau pinceau comme étant le pinceau nuage céleste. Voir ces mots perdus apaise Bian Kai, lui permettant de reposer en paix alors qu'il disparaît. Le ciel s'éclaircit tandis que le vestige du pinceau de lotus vert et le pinceau nuage céleste flotte au-dessus d'eux. Yihui essaie de capturer le pinceau nuage céleste, mais Sharon intervient. Yihui déclare qu'ils ont trouvé le pinceau, donc il leur appartient. Il essaie d'attaquer le vieil homme, mais Rong intervient, le figeant sur place. Luo est choquée de voir son béguin. Elle les maintient en échec pendant que son grand-père récupère le pinceau. Luo exige de savoir ce qui se passe, alors elle révèle que le pinceau nuageux céleste s'envole dès que le sceau est retiré. Il ne reste que lorsque le vestige du pinceau de lotus vert est présent. C'est pourquoi la note de Rong l'a conduit à cet endroit. Luo se sent à nouveau utilisé et attaque Sharon par rage, mais l'attaque est renvoyée vers lui, le renversant. Rong se précipite pour voir s'il va bien, mais il ne veut pas de son réconfort car il la rejette pour l'avoir trahi à nouveau. Elle part avec son grand-père après avoir récupéré le pinceau nuage céleste. Rong libère ensuite tous ceux qu'elle avait capturés avec sa glace. Changqing arrive sur le lieu de la bataille où Yihui le met au courant de ce qui s'est passé. Changqing le rassure en disant qu'ils peuvent récupérer le pinceau perdu à tout moment. Il veut qu'ils mettent fin à Yan et Luo et prennent leur pinceau. Yihui fait remarquer que leur porte-stylo est endommagé et suggère de les ramener à la maison familiale. Changqing est en colère d'apprendre que la famille ne prend pas les pinceaux de Luo et Yan. Yihui explique qu'obtenir des informations sur les pinceaux légendaires est plus important, donc ils interrogent les deux. Plus tard, Changqing se dirige vers les cellules pour éliminer les prisonniers. Puisqu'ils savent qu'il a été celui qui a mis fin aux membres de la famille Maître Feng pour prendre son pinceau de marquage d'élève, il arrive pour rencontrer les gardes assommés, et Luo et Yan, déjà éliminés par une Shijue déséquilibrée. L'histoire continue alors que Changqing rengaine son épée et esquisse un petit sourire avant d'attirer l'attention de Shijue. Il fait semblant d'être inquiet en exigeant de savoir pourquoi elle a éliminé leur captif. Il l'informe que le maître du clan sera furieux de ses actions. Elle pense que les personnes qui mettent fin à la vie des autres devraient subir la même chose. Shijue présente une carte d'identité qu'elle a trouvée sur Luo. Changqing l'inspecte et est furieux qu'ils aient gardé les affaires de leurs victimes. L'attitude de Shijue change soudainement lorsqu'elle lui demande comment il savait que c'était la carte d'identité de Fang Bin. Il bégaye en disant que sa photo est sur la carte. C'est une surprise pour elle car, à sa connaissance, Changqing n'a jamais rencontré Fang Bin auparavant. Alors elle se demande comment il a pu l'identifier. Le gars explique qu'il a regardé son nom mais se rend vite compte que le nom est différent. Shiju sait qu'il a reconnu le maître grâce à la photo, alors elle veut savoir pourquoi il a pu le faire s'il n'a jamais rencontré le maître auparavant. Changqing est en difficulté intellectuelle et essaie d'expliquer que les taches de résidus sur la carte, combinées au fait qu'elle a dit que l'identification provenait de la scène du crime, cela lui a fait conclure que c'était Fang Bin. La dame ne lui laisse pas le temps de développer son mensonge car elle l'informe que Fang Bin a été étranglé, donc elle ne comprend pas pourquoi il y aurait des résidus rouges sur l'identification. Changqing tombe dans le piège en la corrigeant rapidement que Fang Bin a été poignardé. Il halète en réalisant sa faute fatale. Shijue et Luo l'informent que personne ne sait comment le maître est décédé à part les aînés et le coupable. Il est surpris de voir Luo vivant. Yan se lève aussi, arrache l'idée des mains de Changqing et dit que le nom dessus est le sien. Luo révèle qu'il a truqué la scène en utilisant un des verres de Qinglian. Changqing atteint son arme lorsqu'un appel de Fei le fait hésiter. Le membre senior demande qu'il reste et s'explique. Les choses reviennent à l'interrogatoire de Luo et Yan.
Ils étaient catégoriques sur le fait que Chongqing avait éliminé Fang Bin, mais Yi Hui a simplement souligné que Luo avait le pinceau à encre de marquage des pupilles. Yi Hui croyait que les gens mentent, mais pas les esprits du pinceau. Luo croyait aussi à cette notion, alors il a suggéré qu'il le laisse poser une question au pinceau de marquage des pupilles, ce qu'ils ont accepté. Il a demandé au pinceau comment il pouvait prouver son innocence. Yi Hui a rapidement récupéré la réponse du pinceau avant Luo. Le pinceau a simplement écrit la mort. Alors que Chongqing entend cela dans le présent, il essaie de retourner la situation contre Luo en expliquant que le pinceau veut que l'étudiant soit mort. Fei révèle que le pinceau ne répond qu'en se basant sur des faits, ce qui signifie que Luo doit être innocent s'il a donné une réponse. À cause de cela, ils lui ont permis de simuler sa mort pour prouver son innocence et les aider à trouver le véritable coupable. Shang sort son arme lorsque Yi Hui se prépare à l'arrêter, mais il est assommé par Luo et Yan. Il reprend conscience pour se retrouver ligoté, mais il est réticent à parler. Fei intervient et utilise son pouvoir pour extraire l'esprit du pinceau de Chongqing afin de l'aider à parler. Yi Hui est surpris de voir Fei utiliser son esprit de pinceau. Luo trouve cette capacité un peu troublante et se demande quel type d'esprit de pinceau c'est. Shijui l'informe que Fei est l'hôte du pinceau Tongjian. Il peut tenir l'hôte à travers leur pinceau et manipuler le résultat qu'il désire. Fei exige de connaître les camarades de Chongqing ainsi que l'identité de leur patron. Il leur dit simplement qu'ils ne pourront jamais comprendre le pouvoir de son maître. Chongqing perd la vie avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Yan essaie de le ranimer avec ses pouvoirs, mais cela ne fonctionne pas. Fei révèle qu'il y avait une malédiction sur Chongqing qui s'active dès qu'un sujet concernant le cerveau secret est évoqué. Le membre senior est sûr que l'esprit du pinceau qui a créé cette malédiction est plus fort que son pinceau Tongjian. Luo et Yan sont enfin autorisés à prendre l'air après avoir prouvé leur innocence. Shijui les rejoint et s'excuse d'avoir accusé Luo d'avoir éliminé Fang Bin, alors il lui pardonne rapidement. Elle le remercie également de l'avoir sauvé lors de leur combat contre Bianchi. Cela fait rougir Luo alors qu'il essaie de rester cool, ce qui fait également rougir Shijui. Yan grimace un peu face à l'interaction. Fei interrompt pour remercier les deux de les avoir aidés à trouver le traître. Il les informe que le maître du clan Li veut également exprimer sa gratitude. Luo est très intéressé à le rencontrer puisqu'il a été attaqué par une fausse version dans le passé, c'est donc l'occasion parfaite de le voir. Il entre dans les chambres du maître et est étonné de voir à quel point l'original semble plus jeune. Il n'est pas surpris que Mademoiselle Shin ait découvert son mensonge lorsqu'il appelle le maître du clan un vieil homme. Li l'accueille et lui offre un siège. Il remercie Luo pour son aide et insiste pour qu'il fasse un vœu comme récompense. L'étudiant lui dit qu'il veut seulement en savoir plus sur la séparation. Li lui fait savoir qu'il a déjà entendu parler de son histoire. Malheureusement, ses connaissances sur ce sujet sont très limitées. Le chef du clan lui conseille de se rendre au couvent de Litian à Yongju. Cependant, il l'avertit des scribes de la brosse de la mort. Il est sûr qu'ils s'intéressent à lui et à ses deux brosses. C'est la première fois que Luo entend parler de ces individus. Li explique que lorsque le rituel d'enterrement du stylo a été interrompu, la naissance de nouveaux esprits de brosse a également pris fin. Certains hôtes de stylos malveillants ont étudié le raffinement des marionnettistes de brosse et ont développé l'art de raffiner les esprits vivants de la brosse. Ceci est connu sous le nom de pinceau de la mort. Leurs esprits de pinceau avalent les âmes humaines et possèdent le corps de la victime. Cela transforme le corps en une marionnette qui n'obéit qu'aux ordres du lanceur. Les scribes du pinceau de la mort ont leur propre ensemble de règles. Les familles et Wei ont formé une alliance pour les éliminer, mais elles n'ont pas réussi. Ils soupçonnent qu'ils sont la force contrôlant les traîtres qui se trouvent parmi eux. Selon des sources, le désastre causé par Shiran qui a fracturé la famille Wei a quelque chose à voir avec les scribes du pinceau de la mort. Li est sûr que ces mauvais acteurs préparent quelque chose. Pendant ce temps, les études de Rong sont interrompues par son grand-père qui est venu prendre de ses nouvelles. Elle l'ignore, mais il essaie d'expliquer que ses actions sont nécessaires. Il attire son attention en lui disant qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Shiran lui dit que c'est à cause de son âge avancé, ce qui fait partie de la vie. Il s'inquiète pour elle car il est sa seule famille. Elle lui assure qu'elle ira bien. La fille veut même le suivre dans sa prochaine mission, mais il lui dit que c'est trop dangereux. Il promet qu'il n'éliminera pas Luo, mais il lui fait promettre qu'elle survivra même s'il venait à disparaître. De retour à l'établissement, Luo et Yan sont invités à rester au domaine quelques jours de plus comme un cadeau. Leur séjour commence par un festin privé avec Li, Fei et les autres. Ils jouent également quelques parties de golf avec Shijui comme tuteur. Ils sont ensuite emmenés pour une visite, montrant toute l'histoire de la famille, entre autres choses. Après quelques jours de ce plaisir, ils commencent à réaliser qu'ils sont en résidence surveillée de luxe lorsque Luo est empêché d'aller dans un café internet. Luo reçoit des messages vocaux de Bai Dai l'informant qu'il a trouvé des informations sur le couvent de Litian, ce qui pourrait avoir des implications positives pour sa séparation de pinceau. Luo appelle le moine et lui raconte ce qui s'est passé après qu'ils ont perdu le contact avec Jiu. Il avertit Luo que les Jiu ne sont pas de bonnes personnes, donc s'il peut s'échapper et le rencontrer au couvent, ce serait mieux. Il est excité par la nouvelle, mais il est bloqué sur la façon d'exécuter cette évasion.
Shijui apparaît derrière lui, offrant son aide pour son évasion. Il est un peu confus quant à la raison pour laquelle elle proposerait de l'aider puisqu'elle est membre du famille. La dame lui dit que son aide vient avec une condition. Fei a retrouvé le reste des traîtres et ils préparent quelque chose de grand au monastère de Litian. Leur famille a l'intention de les éliminer et Fei veut qu'elle soit celle qui poursuive la mission. Luo comprend que sa proposition est qu'elle les aidera à s'échapper et qu'ils l'aideront dans sa vengeance. Shijui est déterminé à les faire payer pour avoir éliminé Feng Bin. Il lui prend la main pour l'informer qu'ils ont un accord. Cela la fait rougir. Il l'entraîne pour informer Yan en discutant de la façon dont ils se rencontreront à minuit pour exécuter leur évasion. Ils se retrouvent à l'heure convenue et Shijui les conduit vers une sortie normalement non surveillée. Le trio arrive pour trouver Chao les attendant et avec un sourire, il conseille à Luo de ne pas partir la nuit car c'est dangereux. Yan en a assez de l'acte du gentil qu'ils essaient de leur faire croire que Chao et Shijui incite tout le monde à courir vers la porte. Les trois sont surpris de voir Chao leur faire signe poliment de partir. Luo suppose qu'il a cédé parce qu'ils ont l'avantage du nombre. Chao fait un pas qui active son pouvoir, ce qui fait que le trio se retrouve de nouveau sur le domaine. Yan soupçonne que le gars a aussi un esprit pinceau. Shijui avoue qu'elle ne sait pas grand-chose sur lui puisqu'il est un nouveau chef. Il décide d'attaquer Chao lors de leur deuxième tentative, mais il fait en sorte que Yan frappe un mur de pierre. Luo a remarqué que son pouvoir ne s'activait que lorsque le chef frappait le sol du pied. L'étudiant conclut que Chao peut transférer les gens dans la direction opposée à celle où son pied est orienté. Il est sûr que le chef ne peut pas transférer une cible à la fois, c'est pourquoi il attend qu'ils passent tous. Shijui se souvient qu'elle a entendu parler d'un tel esprit de pinceau. Elle s'appelle le pinceau des voies navigables. Alors le trio élabore un plan pour le vaincre. Ils courent tous dans des directions opposées pour tromper le chef. Il les tourne de 90 degrés pour les garder tous sur le domaine. Cela le laisse ouvert pour que Yan l'assomme par derrière. Le trio part rapidement et prend le train pour Yongju. À leur arrivée, Luo reçoit un appel de la ligne de Baidi. Quelqu'un l'informe que le moine est en soins intensifs. Il se précipite à l'hôpital tandis que Shijui et Yan se dirigent vers le couvent de Lutian. Les deux arrivent pour rencontrer des personnes gravement blessées. De retour à l'hôpital, Luo reste assis jusqu'à ce que Baidi reprenne conscience. Le moine raconte comment il a commencé à enquêter sur le manoir Wei après leur séparation. Il a découvert que son oncle, Ding Guo, avait soudoyé les anciens du clan avec quelques magasins sur le domaine pour renforcer son pouvoir. Il a ensuite commencé à utiliser cela sous la direction du défunt chef. Même si le chef était vieux, il était encore puissant. Aucun hôte de pinceau du clan Wei n'aurait pu maîtriser son esprit de pinceau et l'éliminer en un instant comme ça. Plus tard, Baidi a secrètement suivi un membre du clan qui quittait le manoir pour affaires et l'a trouvé en train de rencontrer en privé un membre du clan Zhug. Il les a entendus discuter de la manière d'acquérir les esprits de pinceau de la collection des Zhug pour quelqu'un qu'ils appellent le maître. Luo se souvient que Chongqing a mentionné la même personne lors de son interrogatoire, mais cela confirme qu'il y a une troisième partie sinistre, qui a uni des traîtres des familles Zhug et Wei. Baidi révèle qu'ils ont du vent de son enquête alors qu'il les attendait à Yongju. Le moine a remarqué que le traître du clan Zhug visait le monastère de Lutian, alors il a suivi et a été pris en embuscade. Luo se redresse brusquement car Yan et Shijui sont au monastère. Le duo vérifie les agents inconscients pour découvrir qu'ils ont tous été éliminés. Shijui est un peu confus car ses membres ont été envoyés pour éliminer les traîtres. Cependant, l'opération était prévue pour le lendemain. Yan suppose que Fei ne voulait pas qu'elle s'implique, alors il lui a donné de fausses informations. Le vieil homme n'avait pas prévu qu'elle serait si obstinée à arriver si tôt. Alors qu'ils se précipitent vers le monastère de Lutian pour connaître la situation, Baidi avoue que leurs ennemis ont des pouvoirs terrifiants, donc il a eu de la chance de survivre à l'embuscade. Luo essaie frénétiquement d'appeler Yan pour les avertir du danger qu'ils courent, mais le gars ne répond pas, alors il décide de s'y précipiter pour les avertir. Pendant ce temps, le duo arrive au temple pour rencontrer Fei et Yihui, confrontant les assaillants. Yihui se précipite pour attaquer, mais il est mis hors de combat par Chun. Yan arrête Shijui lorsqu'elle essaie d'intervenir pour aider. Il veut mieux comprendre la situation, alors Shijui identifie l'autre gars comme Yimen, et tous les traîtres du clan Zhug ont des contacts avec lui. Une marionnette puissante arrive sur les lieux, interrompant la tentative de Shijui de s'impliquer. Le monstre pousse un cri avant d'attaquer Fei, mais le vieil homme active son pinceau et le met facilement à terre. Yan est choqué que le pinceau Tongjin de Fei ait une telle puissance offensive. Fei profite de cette occasion pour découvrir que c'est Chun qui contrôle le monstre et l'attaque, mais la créature l'intercepte avant qu'il n'atteigne son contrôleur. Chun utilise ses pouvoirs pour augmenter la férocité de sa marionnette, mais Fei la renverse quand même. Yimen rejoint le combat en tendant une embuscade à Fei et en l'infectant avec le pouvoir du pinceau fantôme. Shijui intervient alors qu'il se prépare à porter le coup final et le duo lance rapidement une attaque pour sauver Fei. Ils réussissent, mais Yan est frappé par le monstre alors qu'il est sur le point de soigner Fei. Shijui et Yan se retrouvent en difficulté et se retirent aux côtés de Fei. Luo arrive juste à temps et invoque des soldats spirituels pour trouver Yimen et attaquer les monstres.
Il serre fermement la main de Yan alors que les amis se retrouvent. Luo place quelque chose dans la main de Yan avant de confronter Yimen. Alors qu'ils se préparent à attaquer, Yimen utilise ses pouvoirs pour infecter Shijue, Yan et Fei, les rendant inconscients. Cette attaque aspire l'énergie des gens, alors il menace de prendre la force vitale des trois si Luo ne renonce pas à ses pinceaux. Il est déjà au courant que Luo est venu se séparer des pinceaux. Le jeune homme n'a pas d'autre choix que d'accepter. Yimen l'informe que Huai Tzu était un ancien résident du couvent de Lutian qui pratiquait la calligraphie. Il a gaspillé tellement de pinceaux que cela est devenu connu comme l'enterrement des pinceaux. Mais cela a été détruit lors d'une guerre. Luo doit se rendre dans la dimension fantastique de Huai Tzu. Le calligraphe a scellé l'enterrement des pinceaux en invoquant 4 dragons. Ils se sont transformés en pierre et gardent l'endroit depuis. Il doit l'ouvrir en utilisant le pinceau de marquage de pupille pour le marquer. Cela lui donnera accès à la fantaisie de Huai Tzu. Luo ouvre la porte et entre. Il est émerveillé par la beauté du lieu. Pendant ce temps, à l'extérieur, Yimen révèle qu'ils ont l'intention d'utiliser Luo comme appât pour les gardiens dragons. Après son sacrifice, ils entreront et récupéreront le pinceau de Huai Tzu. Ils ne remarquent pas que la main de Yan brille pendant qu'ils discutent de leur complot. Malheureusement pour eux, Luo est surpris par le dragon, mais il ne l'achève pas parce qu'il a le vestige du lotus vert. Huai Tzu apparaît devant lui, révélant qu'il était ami avec Qinglian, c'est pourquoi les dragons ont arrêté leur attaque. Le calligraphe l'invite à l'intérieur pour discuter et lui donne une boisson qui guérit sa blessure. Alors qu'ils discutent, Luo demande le pinceau de Huai Tzu pour pouvoir vaincre les ennemis qui attendent dehors. Le calligraphe l'informe qu'il ne voulait pas être transformé en pinceau, alors il a créé le fantasme de Huai Tzu à la place. Pendant cet intervalle, Yan reprend conscience parce que Luo lui a donné une perle de charme du moine qui a dissipé l'infection. Il guérit Shijue et Fei, leur permettant de commencer leur contre-attaque. Alors qu'ils se battent, Yan s'utilise comme bouclier humain pour empêcher Fei de subir des dégâts importants. De retour dans la dimension fantastique, Huai Tzu montre à Luo le combat qui se déroule à l'extérieur et l'informe qu'il peut soit profiter de cette occasion pour retirer les pinceaux qui résident en lui, soit obtenir le pouvoir nécessaire pour vaincre les adversaires à l'extérieur. Il choisit la deuxième option. Et émerge à la surprise de Yimen. Avec son nouveau pouvoir, il les bat rapidement et exige que Yimen lui dise qui est son maître. Il prononce le nom Hanzhang avant d'être éliminé par son maître et Chun s'excuse rapidement. Luo se souvient que son professeur, M. Zhu, a mentionné le même nom dans le passé. Le soleil brille sur son visage alors qu'il réfléchit à la suite. Cela met fin à la saison. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner si vous avez apprécié la vidéo.